Bonjour à tous et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, mais plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 11, épisode 7! Wow. Et oui, aujourd'hui, comme d'habitude, je suis Jean-François et je vais être votre animateur aujourd'hui et j'ai mes deux partenaires avec moi, deux nouveaux partenaires, du moins un nouveau trio aujourd'hui pour cet épisode 7. Alors, le premier, on a déjà fait un épisode ensemble, et c'est Steve, Temple du Meeple. Salut Steve! Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Eh oui, ça va numéro 1. Yes, yes. Et on est rejoint par le fameux Vincent. Hello Vincent. Allô mon petit crackpot, ça va bien? Ça va bien toi? Oh, ça, écoute, aujourd'hui ça me tentait pas. Là. Il me semble que je me sens surqualifié pour cet épisode-là, je sais pas. Ah ben voyons donc. Ah ben voyons donc. Ça commence déjà. C'est sûr, écoute. Mettons un peu de piquant. Alors, on va commencer sans plus tarder aujourd'hui, messieurs. On va parler d'actualité, de jeux que vous avez joués, qu'est-ce que vous avez apprécié dans les dernières semaines, des choses que vous avez découvertes, peut-être des nouveautés, des plus vieux jeux. Alors, peut-être de ton côté, Steve, tu veux nous parler d'un petit truc? Ah ben oui, excuse-moi, mais je vais faire deux jeux. J'étais allé moi aussi au Jab, je t'ai vu JF, Oh, oh. on a vu Simon, on a vu Zandar. Ah, Vincent, t'étais où? Ah, Vincent n'était pas là. Il était pas là. Ah ben. Oh, oups! Il Mais, était pas là. mais, j'ai joué à un jeu conseillé par Vincent qu'il fallait jouer. J'ai enfin joué, je suis enfin déviergé pour le docteur Rainer Kinedia. Oui, Bon, oui. putain. Ben oui, je sais pas comment j'ai fait, j'ai plein de jeux que j'ai joués, puis par hasard, je n'ai jamais tombé sur un jeu de Rainer Kinedia que j'ai joué. Mais j'ai joué à un Ça, bon... c'est incroyable quand même. Il y en a tellement. Hey, Souvent, pour tu vrai. joues à un jeu, tu te rends même pas compte. C'est ça, je me suis dit, tu sais, je devais bien en avoir joué un par erreur, quelque chose du genre. Mais non. Mais j'en ai joué un, puis un des bons, selon plusieurs, justement. J'ai joué à Ra, le fameux Ra. Ah, Le jeu de... boy. Oh oui, puis j'ai joué avec la vieille version dégueulasse, là. Tu sais, jeu d'enchères qui est vraiment efficace. On va avoir des jetons déjà prédéterminés au début. Tu sais, c'est pas de l'argent qu'on va perdre. C'est que lorsqu'on gagne un enchère, ce jeton-là va devenir le jeton central. Parce que quand on gagne un enchère, on va gagner un lot de tuiles et en plus un jeton, justement, pour miser. Puis en gros, la majorité, c'est des set collections, justement. Tu sais, avoir... des buildings différents, avoir des petites tuiles espèces d'oasis, mais qu'il faut avoir une autre tuile pour pouvoir les scorer. On score ça, je pense, au bout à chaque ronde 3 fois, puis à la fin, il y a même un scoring spécial de partie. Il y a un aspect de push your luck aussi, parce que on peut décider de déclencher un enchère en auto, parce qu'en auto, on va piocher une tuile, on va la mettre au milieu, puis on va décider si on fait un enchère. En fait, non, on décide si on fait un enchère ou qu'on pioche une tuile. Qu'il y a un aspect de pusher luck parce qu'à un certain moment, il y a des tuiles rouges qui sortent, qui déclenchent automatiquement des enchères. On peut décider tout simplement de continuer. Mais je me suis fait avoir assez souvent dans ce jeu-là. J'avais des bons jetons, puis à trois fois que ça arrivait à moi, il n'y avait rien. Ou quand il y avait quelque chose, j'avais fini mon tour. Tout le monde a fait autour de 30 points. Je pense que j'ai fait la pire partie de l'histoire. J'ai fait 8 points. Ouais, c'est parce que c'est ton 8 premier points. c'est ton premier Knidia. À un moment donné, tu t'habitues au système de scoring. Oh, Tu fais oui. comme, bon, ben, j'ai déjà vu dans un autre. Mais, 8 points, puis là-dedans, il y en a 5 faits à la fin de partie parce que j'étais celui qui avait les jetons qui avait le plus de valeur. Là. T'sais, on s'entend une mauvaise partie dans le corps, solide. Là. Ouch. Mais d'une élégance superbe, ce jeu-là. C'est pas le dernier Kinedia que je vais jouer. Sinon, l'autre petit dernier jeu que j'ai joué, c'est un jeu de 2020. Un jeu avec un matériel assez minimaliste, justement, avec plein de cubes de bois. C'est le jeu Le Roi est mort, The King is Dead. C'est un jeu, justement, Ben oui. où est-ce... Oui, c'est un contrôle de... un système de majorité où est-ce qu'il y a 3 factions qui sont... qui essaient de contrôler l'Angleterre, mais on n'est pas ces factions-là. Tu sais, c'est un jeu qui joue de 2 à 4. On peut être 4 puis il y a juste 3 factions. C'est qu'à à votre tour, vous jouez une carte, puis la carte, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est vous allez déplacer des jetons, en enlever, mais aussi, en plus, vous allez retirer
un jeton sur le plateau, puis ça va être de l'influence que vous avez sur cette faction-là. Et à la fin de la partie, ça va avoir une importance, parce que à un certain moment, vous allez décider de passer, parce que vous avez 8 cartes en main, et lorsque vous en jouez une, ben, elle ne reviendra pas. Donc, vous pouvez faire vos 8 actions dans la première ronde, puis si vous les faites dans la première ronde, je peux vous jurer que vous avez perdu la partie, parce que vous n'aurez plus d'actions pour le reste de la game. Donc, quand tout le monde a passé, c'est dans le fond, à chaque ronde, il y a une carte qui représente un territoire, puis on va regarder que c'est celui qui est le plus majoritaire. Donc, les rouges sont majoritaires, on met un petit jeton rouge sur la map. À la fin de la partie, le plus de jetons que ça a map, c'est la faction gagnante. Donc, on regarde autour de la table celui qui a le plus de cubes d'influence de cette couleur-là. Donc, il y a cet aspect-là à regarder. Mais s'il y a des égalités, c'est qu'il va y avoir une invasion française. Puis là, s'il y a une invasion française, il y en a 3 dans la partie. Là, c'est plus celui qui a le plus d'influence, c'est de majorité, c'est par 7 de 3 couleurs, celui qui en a le plus. Un gros système d'égalité. On a joué à 4 joueurs. On a joué en équipe. Fait qu'on essaie, on peut pas dire les stratégies qu'on a, mais on essaie de deviner ce que l'autre veut faire, justement. Là. Mais c'est un gros puzzle game, justement. C'est vraiment là, un matériel minuscule, là, mais c'est d'un gameplay là, tellement satisfaisant. Puis il y a des retournements de situation qu'on n'avait pas prévus. On était en contrôle complètement des rouges, puis on voyait que c'est les autres qui avaient gagné. Puis à la fin de la game, l'autre équipe a réussi à ramasser plein de rouges. On est tombé à égalité. Après ça, on regarde la deuxième égalité, on est à égalité. Puis finalement, c'est la troisième égalité que ça a fini par trancher. Donc, le roi est mort a été mon coup de cœur du jab, moi. Et puis, petite parenthèse comme ça, c'est ton premier jab, là. Ouais, mon premier jab que j'ai fait. Comment t'as trouvé ça? C'est cool, mais l'affaire que on dirait que j'aime moins, c'était beaucoup de pièces séparées. Hein? C'est pas comme tout. Ouais, c'est pas centralisé. Là. Il y a plusieurs endroits où aller, plusieurs salles de jeu aussi différentes. Tu sais, quand j'étais allé au salon du jeu de Montréal, juste avant la pandémie, je t'avais croisé, JF. Qu'est-ce que j'aimais? Il y avait 2 salles, mais c'était des grosses salles communes. Comme tu sais, il y avait une partie avec plein de protos, justement. Que, ça, je trouvais ça vraiment cool. Du temps, tu peux regarder un peu qu'est-ce qu'il y a autour, puis même voir, mettons, s'il y a du monde qui cherche des joueurs pour aller essayer des jeux ou rencontrer du monde. Que là, j'étais avec mes amis, puis j'ai pas mal passé ma journée avec mes amis à jouer à des jeux. Une affaire qui était c'est un petit irritant, c'est justement, on jouait à des jeux, mais vu qu'on n'est pas dans des salles présentées, on s'est fait présenter un jeu, le reste, j'en ai joué, je te dirais, 50% des jeux que j'ai joués, je les ai chez nous. Je les ai montrés aux autres. Ça m'a permis de les jouer à 4 joueurs au moins. À des player counts que je suis moins habitué de jouer de mon côté. Ouais. Mais c'était quand même pas mal le fun. Du beau monde. Quand j'ai joué dans la salle, où est-ce qu'il y a le plus de monde, c'était plus le fun, disons. En effet, c'est plein de petites salles séparées. Puis ça, c'est quelque chose qu'on... Ben, depuis le début, là, on est, nous, un peu habitués à ça, mais souvent, nous, on se pointe entre 3 puis 6, 7 personnes, fait qu'on se tient pas mal tout le temps un peu la petite gang ensemble. Puis c'est beaucoup comme ça, c'est dur de rentrer dans des cercles. Oui, il y a des games des fois qui peuvent s'ouvrir, puis il y a des possibilités, mais souvent tu vas avec ta petite clique. Oui, il y a plein de gens, sauf qu'au bout de la ligne, tu joues tout le temps un peu avec les mêmes gens. Et au jab, ben, tu te retrouves, tu sais, nous, au bout de la ligne, on s'est retrouvés à plus que 50% du temps à lire les règles on the spot, puis à les jouer, là. Donc, c'est sûr que des fois, t'as tendance à vouloir dire, ben, on va jouer à ça parce que je connais les règles, puis ça va être plus rapide. Donc, il y a ce... Tu sais, au jab, t'as des endroits avec il y a des distributeurs qui sont là, fait qu'ils ont des jeux en présentation. Fait qu'il y a certains moments là, où tu pourrais te retrouver à te faire expliquer un jeu, mais c'est ça. C'est vraiment une place où tu te pointes, tu te pognes un jeu, tu t'assois, tu le lis, puis tu essaies d'y jouer le mieux que tu peux. Souvent, c'est ça la gimmick un petit peu du jab. L'avantage, ben, c'est qu'il y a plein de jeux, plein de nouveautés. Je sais pas si tu t'es retrouvé un petit peu dans la salle de Zendor. Ouais, j'ai croisé, mais on n'a pas joué, mais ça, c'est un des regrets que j'ai. Tu sais, s'installer pour avoir un jeu dans sa pièce, j'aurais bien aimé ça, disons. Mais tu sais, si je peux me permettre aussi, je pense que l'événement du jab une journée versus l'événement du jab un week-end, c'est totalement différent. Ouais.
Au sens où est-ce que, tu sais, moi, la première année que j'étais allé, je connaissais personne, je suis débarqué là-bas, puis j'ai rencontré plein de gens, ça a été super le fun, une super belle expérience. C'est là, d'ailleurs, que je t'ai rencontré, JF, je sais pas si tu t'en souviens, en 2000, Très possible. mais Ouais, bref, ouais, c'est très possible. puis écoute, ça a été une super belle expérience, mais en une journée, c'est plutôt difficile en effet là, d'aller créer des liens ou créer des amitiés à différentes instances. Par contre, quand tu le fais, c'est vraiment des moments vraiment, vraiment le fun parce que tu t'assis avec des gens avec qui tu as envie de jouer au même jeu, puis que tu connais pas, c'est un excellent Ouais. brise-glace pour permettre de faire évoluer ce nouveau lien-là. Là. Mais ça m'a permis une petite rencontre, par exemple. J'ai rencontré Martin Montreuil, qui était là-bas de la Société des Jeux. Oui. Puis j'ai jasé, puis je suis rendu, tu sais, je suis le temple du Meeple, mais je suis rendu sur sa chaîne officiellement après les discussions avec lui, Oh! justement, pour OK. mousser, parce que, tu sais, il fait beaucoup de Kickstarters, des affaires comme ça. Grosse Puis, annonce! ben oui, j'ai Grosse déjà fait 2 annonce! vidéos là, sur sa chaîne. Là. Fait que Tu nous c'est- annonces ça comme ça en plein Ben oui, milieu d'un podcast que tu nous parlais de King is Dead. Puis ben là, ouais. soudainement, tu pop out of the blue avec ça. Mon voyage. Ben oui, là, je suis rendu dans l'Empire Randolph, là, vu que c'est un des propriétaires du Randolph, sinon le propriétaire principal, là, justement. Je sais que l'Empire Randolph est très important ici, hein, c'est très dangereux. C'est Fait que je suis l'empire dont... rendu... Il ne faut pas prononcer ce nom-là. Oui, oui, c'est vrai. Donc, c'est ça, que j'ai eu une belle rencontre avec lui, puis qu'on a pu voir les intérêts communs qu'on avait envers chacun. Donc, des belles rencontres. Ben, super, super. Alors, toi, de ton côté, Vincent, t'as joué? De quoi tu nous parles? Ben écoute, moi aussi je vais tricher un peu. En fait, je tricherai pas, vous allez comprendre pourquoi. Je vais parler de deux jeux, mais je tricherai pas. Je tiens juste à faire un petit bémol. En fait, Steve, tu ne joues pas par erreur à un jeu de Knizia, tu joues par hasard. Parce que ce n'est jamais une erreur de jouer Oui, à un jeu de Knizia. En tout cas, excellente correction. je dis ça, je dis rien. Écoute, moi je veux juste faire une parenthèse par rapport à Knizia que j'ai joué à Tigre et Euphrate pour la première fois. Ça faisait des années que je voulais y jouer. Des copies introuvables. Jamais capable de trouver une copie. J'en ai trouvé une en allemand. Écoute, sublime. Je peux rien dire je dirai rien sur ce jeu parce que tout a été dit. Si vous connaissez pas Tigre et Euphrate, ben sortez là de vos nouveautés là de construction de zoo là puis de guerre là dans Alice au pays des merveilles. Sortez de ça. Allez voir qu'est-ce qui s'est passé avant. Vous allez découvrir un jeu merveilleux dans Tigre et Euphrate. Puis si vous aimez pas ça, ben c'est correct. Vous avez pas des goûts ben inappréciables. Mais j'ai envie de vous parler d'un jeu. Mais blague à part, j'ai envie de vous parler d'un jeu que super spontanément, je vous explique un peu la situation. Moi, quand je regarde, en fait, si j'aime un jeu ou non, je vais regarder les gens qui ont évalué le jeu et qui ont donné des notes soit très hautes ou très basses. Et je fais un comparatif avec, en fonction de s'ils ont un commentaire pertinent, évidemment. Je vais voir leur profil BGG. Je fais un peu de stalking, donc je regarde c'est quoi leur 10 T'es un sur vrai 10. stalker, toi? Exactement. Ouais, moi, écoute, c'est pour ça que j'ai plus Facebook, c'est parce que j'ai connaissais toutes les gimmicks. C'est ça, exactement. Tu sais, je connaissais, je savais où est-ce que vous habitiez les deux. Tu sais, j'avais tous vos secrets de vie. Mais blague à part, écoute, par hasard, je tombe sur un jeu que j'ai acheté immédiatement, puis j'ai fait oh my god, c'est sûr certain que je vais triper. En plus que Cole Worley, je suis dans une espèce de groupe Slack avec lui, puis on a commencé à ouvrir la discussion sur ce jeu-là, et il a dit c'est malade ce jeu-là, c'est comme un genre de mix, c'est clairement une espèce d'hommage à Dune, puis Cosmic Encounter. J'ai fait comme OK, faut clairement que j'aille acheter ce truc-là. Ça s'appelle Chaos Moss. Chaos Moss. C-H-A-O-S-M-O-S. Chaos Moss. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les gars? Pas en tout. Non. J'en m'en doutais. Osmos, non. C'est... OK, OK, je vais pas encore jouer, mais on s'en fout parce que... Ben là! Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ben là! Mais j'ai pas encore joué, mais c'est tout comme, parce que je le sais que je vais triper. C'est un jeu de patates chaudes, mais à l'envers.
le but, en fait, c'est de trouver l'ovioïde, qui est un genre, une carte œuf. Et ton but, c'est de la garder tout le long de la partie jusqu'à temps que la partie se termine. Puis là, l'univers va exploser sauf toi parce que t'es protégé dans cet œuf-là. Tous les joueurs vont avoir une main de cartes et vont avoir différents effets. Fait que tu peux attaquer, tu peux te déplacer, tu peux placer en fait une grenade sur une planète quelconque. En te déplaçant, tu vas aller aussi essayer d'acquérir la possession d'une planète, puis tu vas aller fouiller dans l'enveloppe de cette planète-là en question et voir si l'ovioïde se trouve à l'intérieur. Et évidemment, ben, c'est un gros jeu de bluff parce que, tu sais, dès que tu trouves l'ovioïde, ben, faut que tu te caches des autres puis que tu gardes ça le plus secrètement possible. Et le but, ben, quand on attaque un autre joueur, tu vas pouvoir lui voler une carte dans sa main. Ce qui fait en sorte que si tu le sais que JR, je le sais que tu as l'ovioïde, je viens de te la voler, évidemment, je vais faire en semblant comme si de rien n'était pour éviter que Steve vienne après moi, tu sais. Mais là, toi, tu vas commencer à venir me gosser, Jeff, parce que tu le sais que moi, j'ai l'ovioïde, puis là, maintenant, tu vas m'attaquer, tu vas réussir, mais moi, je peux l'avoir caché sur une autre planète. Mais quelle planète? Sur laquelle planète je l'ai... bref, vous comprenez-tu, genre? C'est comme très... Absolument. c'est Absolument. total... Très take that, là, on dirait, comme jeu aussi. Oui, oui, vraiment. Tu sais, puis c'est très dépendant du groupe. Il y a Ouais. des gens qui n'aimeront pas ça du tout parce que écoute, c'est un jeu de patate chaude où est-ce que tu le sais pas où est-ce qu'elle est ta patate. Puis il y a un côté déduction, un déduction en fait par essai-erreur qui est un peu similaire avec, si je peux me permettre un parallèle avec l'île au trésor, mettons. C'est très similaire parce que tu te promènes sur les différentes planètes. Tu ne sais pas où est-ce qu'il est au départ, à moins que tu l'aies dans tes mains. Donc, tu n'as pas le choix de te déplacer pour le découvrir. Je vous en parle, puis je suis vraiment, vraiment très excité là, de l'essayer. D'ailleurs, quand j'en ai parlé avec mon groupe de joueurs, eux autres, ils ont fait « Oh my God, c'est clair qu'on joue à ça bientôt. » C'est clair qu'on fait juste comme fouiller ce jeu-là. Parce qu'il y a plein de variantes aussi qu'on peut utiliser. Comme il y a un faux œuf que tu peux inclure dans le jeu. Fait que là, tu ne sais pas si, mettons, ça va être lequel des deux œufs qu'il faut que tu gardes avec toi. Puis ainsi de suite. Puis tu sais, t'as un compteur en fait de tours. Donc là, tu peux aussi décider de faire, ben moi, c'est quoi? Je vais faire aller cette machine-là pour qu'il y ait de moins en moins de tours. Puis ben, toutes les actions que j'utilise pour faire bouger ça, ben je vais pouvoir les utiliser plus tard dans la partie. C'est assez dynamique, c'est assez funky comme jeu, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de le présenter. Puis pourquoi je vous en parle, même si j'ai pas joué, ben c'est parce que je triche pas. Hein? Fait que j'ai parlé d'un jeu que j'ai joué, mais d'un jeu que j'ai pas joué, en tout cas. Puis deuxièmement, ben c'est parce que ça sort tellement des sentiers battus, puis personne connaît ça. Moi, c'est ça qui m'a fait capoter. J'ai vu ce jeu-là, j'ai fait « Oh my God, ça a l'air super intéressant ». Puis quand tu viens mettre un saut d'approbation par différentes personnes que tu le sais auxquelles tu peux te référer dans tes goûts personnels, il y a de quoi derrière, il y a de quoi de vraiment, vraiment qui va émerger de ça et je suis convaincu que ça va être excellent. Ça va peut-être être le jeu que je vais parler la prochaine fois. Qui sait? Ben, parfait, tu nous diras ça. Tu as l'occasion de l'essayer. C'est un jeu quand même de 2015, 2-4 joueurs. Ouais, J'imagine meilleur à 4, ouais, probablement qu'à 2. tout à fait. Puis comme j'ai dit, ça a vraiment passé là. Personne n'a vu ça. C'est un gars qui a fait ça avec son cœur là vraiment. Puis le gars, son but, ça n'a pas été de faire d'autres jeux par la suite. C'est vraiment juste de se dire, ça fait des années que je pense à ce jeu-là parce que je tripais sur un livre quand j'étais jeune. Je réussis à le faire maintenant. Puis regarde, ce sera ça. Si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, c'est pas grave. C'est mon jeu préféré de tous les temps. Fait que, comme, tu dis, OK, ben écoute, t'embarques dans la proposition à fond la caisse, là. Et j'avais vu un jeu, ben, j'avais un jeu qui semblait un peu ça, moi. C'était un jeu où est-ce que il y avait deux équipes d'espions. Il y avait, mettons, les Américains et les Chinois. Il fallait trouver les documents ennemis, puis ensuite s'évader par l'hélicoptère. L'affaire, c'est que tu savais pas où est-ce qu'étaient les documents. C'était parmi des cartes au hasard. Il y avait même des valises scellées que on pouvait juste voir si on avait la clé. Puis là, on voyait que tout le monde, que tu pouvais fouiller dedans, mais tu sais pas. Il y a des chances que les documents soient là-dedans. Les documents ont plus de chances d'être là-dedans. Mais en plus, il y a deux équipes que tu es coéquipé avec d'autres joueurs, mais tu sais pas qui est avec toi, lui. OK. L'aspect de bluff, là, justement, avec tout le monde. Justement, tu peux même faire à croire que tu as les documents, donner les clés
donner le case à l'autre alors que tu sais qu'il est contre toi, cette personne-là, parce qu'il y a un moyen de savoir il est dans quelle équipe, mais lui, il ne sait pas si t'as deviné, si t'as trouvé. Fait que tu sais, comme paquet de bluffs. Hmm. C'était assez le fun. Il y avait juste des combats que c'était comme du roche-papier-ciseaux, que là, c'était ordinaire. Là. Mais là, l'idée était le fun. Tu vas-tu amener ça samedi, là? On va essayer ça. Écoute, je peux l'amener définitivement, mais tu sais, clairement, c'est pas le Excellent. genre de jeu qui a un look à tout casser. Puis là, on a de l'air plus s'enligner vers des jeux euros parce que pour te mettre en Ouais. contexte, JF, on s'en va chez Professeur Board Game, chez Dave, on s'en va jouer à des Yes. jeux. Puis là, le monde sont partis sur des grosses nouveautés euros. Fait que je vais essayer d'amener du stock puis faire comme hey, venez découvrir ce qui s'est fait avant. Venez dans mon monde. Ok, ton deuxième jeu, celui que tu as joué là, cette fois-ci? Ah, c'est ça, c'était Ah, c'est Tigre ça. Euphrate. Comme Ah j'ai oui, dit, ok. Ok. y a rien à dire sur le jeu. Écoute, c'est. T'as-tu joué, toi, à Tigre Euphrate, Jeff? J'ai pas essayé encore Trigger Frat, non, je m'en suis fait beaucoup, beaucoup parler. C'est clairement un des Kindia là, que je veux essayer, mais en effet plutôt difficile à trouver, plutôt rare quand même comme Tu sais, copie, même il a été réédité là, il y a quelques années quand même, mais mhm. Je dirais ce que Tigre Euphrate offre, c'est vraiment un jeu euro qui est déguisé en wargame. C'est ouais. ça vraiment, c'est incroyablement dense. Les gens vont critiquer un peu le côté du hasard, le fait que, tu sais, il y a les tuiles rouges aussi semblent un peu plus fortes. Mais l'idée, en fait, derrière, et c'est ça qu'il faut jamais oublier dans Tigre Euphrate, c'est d'accumuler le plus de points des différentes couleurs possibles parce que ton score à la fin va toujours être la couleur que tu as le moins. Fait que je peux avoir 15 points noirs, 12 points bleus. Si j'ai 0 points rouge, ben mon score final c'est 0. Ce qui fait en sorte que ça peut amener en fait des conflits en fait, tu sais, des conflits vraiment vraiment intenses pour avoir le monopole sur cette couleur-là. Ou au contraire, des fois ça va te demander de juste t'éloigner complètement du plateau, en fait, où est-ce que se passe l'action puis l'interaction entre les joueurs, puis de commencer à faire tes affaires de ton côté, ce qui va te permettre, en fait, d'accumuler ces différentes ressources-là. Puis pendant que tu fais ça, ben les autres ils se rendent pas compte, puis un moment donné, ils font comme hey, toi, t'es en train de t'accumuler plein d'affaires sans nous le dire. Il est ainsi qu'on te pète la marboulette. Donc ça, c'est super intéressant pour cette dynamique-là. C'est un jeu, par contre, qui, tu le vois dès ta première partie, tu réalises pas l'impact de chaque décision puis la conséquence que ça va avoir sur le reste de la partie. Puis je pense que c'est ça qui a vraiment fait en sorte que Tigre Euphrate a pris le monde du jeu de société d'assaut, c'est par sa dynamique tellement dense dans le fait qu'une tuile que tu vas placer sur le plateau peut sembler anodin parce qu'au final, c'est ça le jeu. Dans le fond, tu sais, pendant ton tour, tu as des tuiles de différentes couleurs, t'en apposes sur le plateau, où tu mets un leader de ta couleur, ça vient de s'éteindre là. Je vous épargne les détails de qu'est-ce que ça fait, mais c'est parce que c'est juste, si tu places un leader ou tu places une tuile à quelque part, ben là, soudainement, ça peut changer entièrement la dynamique de jeu. Ça peut venir créer un conflit, ça peut venir créer un embouteillage aussi entre les joueurs. T'as vraiment une espèce de storytelling aussi derrière qui se crée non pas nécessairement à partir du thème, mais plus à partir du méta qui s'est créé autour de la table. Puis c'est un jeu que quand tu y joues, tu peux y jouer tellement de différentes manières, tu peux l'approcher de différentes façons. Puis moi, ça m'a donné l'envie de vouloir essayer ce jeu-là, mettons, avec un groupe qui a une vingtaine de parties derrière la cravate, puis d'aller l'essayer avec un autre groupe de joueurs complètement différents, ailleurs dans la province, ailleurs dans le monde, voir jusqu'à quel point que le jeu peut avoir des dynamiques différentes qui peuvent se créer. Euh, c'est vraiment, vraiment intéressant, mais c'est très old school comme design, là. Je veux dire, ça te prend pas par la main, puis tu sais, tu vas le savoir, tu sais, que tu vas te faire, tu sais, que ça va tirer, ça va jouer du coude, puis ça va être très, très, très intense. Mais moi, j'aime ça en tant que tel, là. C'est vraiment un style qui colle à moi. Je le sais par contre que ce serait pas un style qui collerait à d'autres joueurs parce que tu vas être en connaissance de cause de tout ce que tu fais dès les 2-3 premiers tours, puis après ça, tu peux tout le temps retrouver cette espèce d'effet casse-tête là, gestion de ressources là, tu sais, quasiment
sais, quasiment un concours de tricot, puis là, tu veux pas trop qu'on vienne qu'on vienne bardasser ton jeu. C'est pas ce que Tigre et Euphrate offre dans ce cas-là. Mais comme tu as dit, tu sais, tout le monde le connaît, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Ouais, c'est Non, ça. une chance que tu voulais pas trop en parler, hein. Non, c'est ça, excusez, je suis parti. Non, Ben, c'est ben parce non, que là, je me suis rendu compte pas que, de problème. que tu y avais pas joué, JF. J'étais comme, Mais non, c'est un de ces classiques de Kinedia qui me manque encore. Ben moi, j'ai allé avec moi un jeu que j'ai joué il y a quelques semaines, des jeux que j'avais pas joué encore et un jeu un peu particulier, et c'est le jeu Disney Villainous oh, que je voulais essayer là, depuis un petit moment, juste par sa thématique et que tout le monde avait l'air un peu mitigé un peu sur le jeu, je voulais comprendre un peu. Et donc, Villainous, ben, c'est un jeu où on incarne un des vilains de Disney. Chaque joueur va avoir son paquet de cartes, vraiment différents, là, individuels. Et le but, ben, ça va être d'accomplir son objectif qui est très particulier au vilain que tu vas jouer. Donc, dépendamment du vilain, ben, il y a son objectif. Ça veut dire, bon, ben, tu dois accumuler tant de pièces d'or ou tu dois avoir tel objectif, telle chose qui ont été mis sur le plateau. Et en gros, on a notre plateau de jeu. Chacun a son plateau de jeu. Et à ton tour, ben, tu vas faire une des actions. Donc, tu as 4 cases. Tu vas déplacer ton personnage sur une des 3 cases. Les 3 autres cases, là. Donc une des 3 cases sur lesquelles tu n'es pas, donc tu peux pas faire 2 fois la même action, disons, d'un tour à l'autre. Et tu vas faire les 2 ou les 4 actions qui est présentes sur ton plateau, tout simplement. Jouer des cartes, gagner des ressources ou attaquer l'autre joueur. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans le jeu, c'est que c'est vraiment un jeu asymétrique, hein. Tu sais, chaque paquet de cartes, chaque vilain que tu vas jouer est très différent, a ses objectifs à lui, a ses cartes, ses objectifs, ses cartes spéciales un peu vraiment particulier. Ça, c'est vraiment le côté que j'ai beaucoup aimé du jeu. Tu sais, j'avais là un peu l'impression d'être dans un Marvel Champion ou tu sais, dans un jeu où tu incarnes un personnage, puis tu as tout son deck de cartes qui vient avec, puis toute sa façon de jouer. Euh, mais c'est mélangé avec c'est un peu étrange comme jeu. Puis ça a été un peu ma conclusion de tout ça après avoir fait 2 parties de suite. C'est comme, j'ai trouvé ça vraiment étrange comme jeu parce que c'est un mélange d'un jeu un peu plus gamer, donc il a des attraits plus gamer, donc la symétrie, le fait que tu as tous des objectifs différents, que tu as un paquet de cartes différents, avec un jeu plutôt léger, familial, où une grosse partie du jeu, c'est tu vas mettre des mauvaises cartes aux autres joueurs. Tu vas hmm. attaquer les autres joueurs. C'est en réalité un genre de take-that déguisé dans un jeu de gestion de cartes, gestion de main. Donc, j'ai trouvé difficile de le positionner. Est-ce que c'est un jeu familial? Est-ce que c'est un jeu de stratégie? Est-ce que c'est un jeu pour gamer ou pour famille? J'ai l'impression qu'il ne répond à aucun de Hmm. vraiment des critères de ces publics cibles-là. C'est-à-dire que un public plus familial qui va aimer les jeux un peu plus légers, ça c'est peut-être un peu trop compliqué parce qu'il y a beaucoup de règles différentes dépendamment du vilain sur lequel tu vas jouer. Il y a des vilains qui sont quand même plus compliqués aussi à jouer au niveau de leur mécanique, des types de cartes, de qu'est-ce qu'ils doivent réaliser dans le jeu. Puis ben, les gamers vont peut-être être un peu plus euh, rebuté par le côté Take That où, dans le fond, dans le fond, quand tu te fais attaquer, en réalité, tu piges les cartes qui sont les gentils, puis tu caches des actions. Donc, quand je disais on va sur une case, tu fais les 4 actions de la case, mais en réalité, si tu as un héros là, qui est sur cette case-là, ben, il cache 2 des 4 actions. Donc, tu sais, tu viens de te faire amputer de la moitié des actions d'une case. Évidemment, il peut y avoir des vilains, des héros sur plusieurs cases, donc plusieurs de tes cases peuvent être cachées comme ça. Évidemment, il y a des façons de les enlever, de les attaquer pour pouvoir récupérer ces actions-là. Mais j'ai trouvé ça vraiment étrange comme jeu parce que j'étais comme, j'ai envie d'y jouer, mais en même temps, ah, pas tant que ça, tu sais, j'ai envie de découvrir les autres, tu sais, toutes les mécaniques de jeu, puis bon, il y a comme 5 6 extensions qui rajoutent, chaque extension rajoute 3 vilains par extension, donc on a quand même une capacité là, de
de découverte assez grande avec ce jeu-là. Mais ça reste un jeu assez simple. Tu pêches des cartes, tu joues des cartes, tu attaques les autres, tu essaies de bloquer leur stratégie, tu fais tes petits trucs de ton côté. Puis ça marche pas parce que là, tu te fais attaquer par les autres joueurs. Fait que t'as un peu cette frustration-là des take that, mais où t'as envie de profiter comme si c'était un vrai jeu de stratégie. Fait que je suis un peu comme mitigé sur le jeu, puis je peux comprendre un peu pourquoi bon, en tout cas, de ce que moi j'avais entendu, avait reçu un accueil un peu mitigé parce que, ben, c'est ça. Pour moi, c'est son problème, c'est qu'il se retrouve un petit peu pris entre deux chaises, il s'adresse, disons, par sa thématique, pour moi, disons, attirer peut-être un public plus familial, plus jeune, mais par son gameplay attire peut-être un public plus gamer, donc, mais qui va, tu sais, d'une certaine façon, plaire à ni un ni l'autre. Je trouve pas que c'est un mauvais jeu, je trouve qu'il y a plein de choses super intéressantes, mais je trouve qu'au niveau de sa réalisation, on dirait qu'il se retrouve un petit peu pris entre deux chaises, que, bon, ben, c'est pas le jeu que tu vas sortir nécessairement à Noël puis jouer avec ta famille parce que c'est un peu trop compliqué, un peu trop long. Trop long à plusieurs, Puis, ouais. ben, c'est ça. Bon, moi, j'ai joué juste à deux, mais. C'est le compte parfait, ça. Je suis pas sûr que j'ai envie d'y jouer à plus parce que Non. justement, le chaos se rajoute et il y en a encore plus. Tu sembles l'avoir essayé, Steve? Oui, ma conjointe, elle l'aime vraiment beaucoup. Moi, j'ai la boîte de base et 3 extensions du jeu, là. Fait que Ok, on est équipé. cool. Moi, c'est le hasard des cartes. Tu Ouais, sais, certains personnages, c'est correct, mais il y en a d'autres que ça peut changer ta game. Tu sais, je parle comme. J'ai mis des règles maison. Tu sais, c'est comme Jafar, je sais qu'il faut qu'il ait la lampe magique le plus rapidement possible, qu'il convertisse le génie de son bord, puis qu'il amène la lampe magique chez eux. Mais s'il pige la lampe magique dès le départ, il part avec un moyen avantage. Moi, je me rappelle de la première game, la lampe magique était en dessous de mon paquet au grand complet. Il y a des ouais. moyens d'aller piger plus de cartes, d'en défausser, mais t'es beaucoup. C'est beaucoup impliqué là-dedans. Moi, je trouve que c'est un jeu de niveau 2 que j'appelle. Tu sais, t'as commencé, mais là que t'es prêt à aller un petit peu au-dessus, mais t'es pas rendu au midweight, puis que tu veux un jeu pour 2 Ouais. joueurs, la thématique te parle, mais tu sais, c'est vraiment pour 2 joueurs. Faut que tu sois prêt avec le take that, mais le thème joue pour beaucoup pour ma conjointe. Ça, c'est sûr. Ouais. Parce que le visuel, on va se le dire, il est vraiment beau. Il est Les, extraordinaire. les Oui. cartes, Les, là, les cartes sont vraiment superbes. Là. sont superbes, puis chaque vilain est vraiment bien représenté par son paquet de cartes, je trouve. Oui, Les mécaniques sont tellement différentes d'un vilain à l'autre, je trouve que ça. Tu sais, ils ont vraiment réussi là, par les mécaniques à un peu à aller chercher l'essence de chacun de ces vilains-là. Donc ça, c'est ça, tu sais, vraiment il y a superbe. souvent des héros qui sont thématiquement, tu sais, je prends exemple avec Ursula, je pense que, tu sais, si tu piges Sébastien le crabe, il est plus fort si Polochon, il est avec lui, tu sais. Ouais. Ça fonctionne. Puis, Fait que puis tu- des twists le fun. ouais, mais je pense que comme tu as dit, JF, là où est-ce que le bas blesse, selon moi, dans le jeu, c'est au niveau, peut-être, tu sais, tu l'as dit, on veut découvrir les autres factions, mais est-ce que vraiment, je pense que pour vouloir rejouer les factions qu'on a, les factions, excusez-moi, les méchants, qu'on a déjà joué, faut accrocher de base sur le jeu. Puis je pense que ce jeu-là en tant que tel, s'il n'y a pas les extensions qui sortent pour venir soutenir, ça peut vraiment, le jeu peut mourir dans l'œuf là très 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 rapidement si t'aimes pas ça. Puis comme tu dis aussi, c'est le principe que, tu sais, en effet, là, il y a comme, des fois, il y a des contradictions par rapport aux cartes, puis là, à un moment donné, tu te dis, OK, mais c'est quoi qui, tu sais, moi, je me souviens y avoir joué à 4, justement, puis à un moment donné, bon, ben, tu sais, tu te poses des questions parce que tu te dis, OK, bon, ben là, tu sais, cette carte-là dit ça, l'autre carte a dit quelque chose, puis là, il y a comme une espèce d'ambiguïté que là, il faut que tu ailles confirmer dans les règles. Puis, en plus, ce que j'avais trouvé comme vraiment particulier, c'est justement, comme tu as dit, que il y a, tu sais, moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment le fait qu'il y a beaucoup de lecture à faire. Lecture des cartes, mais lecture aussi de ton aide de jeu par rapport à ton personnage.
Donc là, on est vraiment dans, tu sais, tu sais, avant d'entrer dans le jeu, avant d'entrer vraiment dans le cœur, on a comme beaucoup de préparation à faire, puis de bien comprendre le personnage, de bien comprendre ces dynamiques-là, ça peut prendre un certain temps. Puis une fois que la partie est terminée, comme tu as dit, t'es comme, OK, ben, c'est bien, mais je vais peut-être aller vers un autre jeu vu que je suis plus gamer ou tu sais vu que je suis moins gamer ben je vais aller peut-être jouer à d'autres choses puis ça va être un public spécifique avec lequel je vais pouvoir jouer à ça tu sais étant donné que bon je suis néophyte dans le jeu je connais pas beaucoup ça puis je veux introduire le jeu à ma famille qui connaît rien du tout donc je suis d'accord avec toi là d'un côté, là, GF, je suis étonné d'ailleurs que ce jeu-là a été autant populaire, puis comme vous avez dit, il y a clairement de quoi qui joue sur le thème. Là. Oui, mais c'est comme vraiment, je sais pas comment dire, là, il y a deux clans. C'est que tu détestes ou t'aimes, souvent. Parce que le thème va vraiment beaucoup Ouais. garder le monde, là, mais c'est il y en a qui vont détester ça, parce que tu sais, beaucoup de tête date là-dedans. Puis si tu essayes ça à plus que deux, c'est vraiment un jeu pour deux, ça. Ça Ouais. peut devenir vraiment long, puis tu sais, comme la symétrie, comme il y a beaucoup de lecture, ça vient Ouais. prendre les mauvaises, disons, habitudes des jeux plus stratégiques, plus gamers, c'est-à-dire, ben, justement, il peut y avoir des contradictions, il peut y avoir des trucs, peut-être des règles un peu moins claires euh, dans la résolution des cartes. Fait que ça draine beaucoup d'énergie pour des joueurs plus néophytes. Mais tu sais, la thématique est tellement forte puis est tellement connue, c'est quand même tu sais, des grosses licences, Mhm. que c'est sûr que ça attire plein de joueurs un peu plus ou moins expérimentés au jeu. Donc c'est ça, j'ai trouvé vraiment spécial. J- J'ai de la misère à dire dans quelle catégorie je me trouve. Tu sais, Je suis ni à mitigé, moi la aussi. haïr, ni à l'adorer. Prêt à essayer d'autres parties, prêt à le rejouer, mais c'est clair que tu sais, c'est pas un jeu disons que j'achèterais puis que je jouerais à énormément de reprises. Puis euh, en effet, peut-être 3 serait le maximum que je pourrais être prêt à l'essayer. Mais le problème du take that, ben, c'est après, il y a à qui tu attaques, Ouais. tu sais, c'est toutes les mêmes problématiques là, de bon ben à qui tu vas mettre tes effets négatifs. Euh, donc c'est ça, je Et- pense que Puis, il joue, je il y a clairement aussi des vilains qui sont plus le fun à jouer. C'est ce que j'ai remarqué. ouais, il y a des Ben vilains oui. qui semblent plus straightforward, ben plus Ouais. simples, Tu sais, tu sais, comme leur objectif est vraiment plus Plus il y en a clair, simple un. plus et clair. Puis il y en a ouais. d'autres que, ok, ben là, il faut que tu aies telle carte en jeu, puis là, il faut que tu le déplaces, puis là, il faut que tu aies telle C'est ça. affaire, puis là, il faut que. T'es comme, ok, c'est un peu, c'est un peu compliqué, là. Ouais. Ouais, puis en ayant joué à 4, je dirais la grosse faille aussi du jeu, c'est le fait que tout va bien, puis à un moment donné, c'est ça, t'arrives avec une carte d'attaque, tu dis OK, c'est qui est le plus avancé dans son petit jeu personnel, là, ben cette personne-là, OK, bon ben je vais te rajouter Aladdin, tu sais, dans ton jeu, puis ça va te ralentir. Puis là, un moment donné, bon ben toi, tu te fais donner, je sais pas moi, la, tu sais, la bête dans La Belle et la Bête. Puis là, un moment donné, quelqu'un d'autre va te donner un autre carte, là, t'es comme OK, mais pourquoi? Puis les derniers tours là, peuvent devenir vraiment, vraiment longs. Puis quasiment comme ça devient vraiment comme un genre de OK, je joue mon tour, mais à moitié, OK, tu joues ton tour à moitié. Ah, toi, t'es capable de pas jouer ton tour à moitié, bon ben tu gagnes. Tu sais, c'est comme Ah, OK, tu sais, ça finit en queue de poisson beaucoup, tu sais, il n'y a pas de moment des moments épiques là, tu sais, dans le jeu que tu fais comme Ah oui, ça c'est arrivé, puis c'était malade, tu sais. J'ai l'impression que c'est très, très, très personnel à soi tout en étant un peu comme ah ben écoute ta course ça va pas bien voici un bâton voici un bâton dans ta roue puis tout bad aux ad si tu te plantes tu sais Non, puis mes deux parties étaient vraiment différentes. Une qui a été quand même assez courte, puis tu sais, assez straight to the point, puis l'autre qui s'est enlisée, puis qui était. Ah, et quelqu'un était là, il était proche de gagner, finalement, tu lui mets une coupe de cartes mauvaise, puis là, finalement, il est vraiment plus loin de son objectif. Fait que ça a été deux parties vraiment, vraiment ouais différentes. Bon, on avait changé évidemment de vilain, mais chaque vilain aussi, il y en a qui sont plus agressifs que d'autres, donc. Euh,
Non, c'est vraiment un jeu que j'ai un peu de la misère à classer, un peu un jeu un peu spécial, Mhm. disons que je m'attendais pas nécessairement à avoir pour un jeu Disney, euh, mais qui reste, bon, dans le fond, assez intéressant, qui a plein de petits trucs quand même assez particuliers, puis qui a une thématique qui est très forte et qui est vraiment un très beau jeu d'ailleurs. Oui. Ben, c'est ça, ça va faire une petite parenthèse sur les jeux que j'ai joués. Alors, ben, sans plus tarder, on va rentrer dans nos sujets du jour avec nos deux chroniqueurs. Alors, je vais te laisser la parole, Steve, pour entamer ton premier sujet, ben, ton sujet du jour aujourd'hui. De quoi tu nous parles? Oui, je parle des choses qu'on retrouve dans les jeux de société dans cette saison-ci. J'ai décidé de faire un top 10 des choses que. Top 10! Oh Pa, 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 oui, pa. on en a pas beaucoup cette Ben, c'est saison de ça, c'est top ça. 10. Il en fallait au moins Yes, un. Fait que yes, j'ai yes. parle des petits trucs que tu sais, la dernière épisode que j'ai fait avec Vincent, on était sur le négatif, on va y aller sur le positif. Donc, Ok, on va parler parfait des ça. choses que j'aime que les Attends un peu, éditeurs je font. t'arrête tout de suite, là. Attends un peu. On n'était pas dans Ah, le c'était de la négatif. critique, c'est vrai. Non, c'était C'était de de la la critique pensée sociale. critique. Ah, pensée critique. Avec un soupçon d'humour noir et de Oh, cynisme. c'est C'est vrai, très c'est vrai. différent. Oui, oui. Très Donc, différent. tu sais, je peux mettre un exemple vite vite de quelque chose que je parle, mais tu sais, que j'ai pas mis dans mon top. C'est tu sais, ceux qui ont des grosses mains, puis qui jouent Charlatan de Belcastel, puis ils trouvent que le sac, ah, ma main à rendre, c'est le fun, au lieu d'avoir un sac, puis que t'étais obligé de mettre 3 doigts dans le sac. Fait que c'est des petites affaires le fun. Que je, Des choses de production, là. Donc, au niveau de la production, du matériel, tout ça. Ouais, matériel, puis il y a des fois d'autres choses. Je vais Ok. montrer ça. Ben, vas-y, lance-toi tout de suite avec ton number 10, Tan, tan, numéro tan. 10. Oui. C'est. Des fois, on a beaucoup. Tu sais, des beaux inserts, là, je parle pas des inserts, là, mais. Tu sais, j'ai eu Persévérance dernièrement de Mind Clash Game qui a environ 22 inserts dans la boîte. Des fois, il y a des jeux qui disent pas comment ranger le jeu. Mind Clash Game avait un beau livret là, qui disait chaque insert, tu mets quelle pièce, dans quel ordre, comment mettre ça. Oh. Ah, fait que c'était bien le Mhm. fun pour ça. Tu sais, des fois, je pense c'est. J'ai-tu un exemple? Je me rappelle pas. Mais tu sais, il y a des jeux justement qui donnent un insert qui a environ 28 trous dans la boîte, mais qui disent rien, comment classer Ben, les affaires. tous les jeux de Call Me or Not. On va Oui, réaliser ça. ben, Zombicide. C'est où qu'elle va, cette Christie figurine-là? Je le sais pas. Regarde la ouais, forme. Ça fait-tu? Non? Ben, écoute, try again. Essai-erreur. ouais. Euh, donc, en 9e position, 999. Number 9. Nine. Ça, c'est une affaire que je me suis rendu compte avec Anno 1800 que j'ai pas aimé, lui, par exemple. Oh. Je l'ai acheté JF, le très Ah, bien vendu quand il l'avait présenté. Fait que je me suis acheté ah. Anno 1800. Tu sais, c'est tu sais, quand il n'y a pas d'insert, des sacs Ziploc, c'est le fun. Mais qu'est-ce que j'aime Mhm. encore plus? C'est des sacs Ziploc de différentes grandeurs dans la boîte. Parce que Oh, des fois, il y a des wow. petites pièces qu'on va mettre ensemble, puis il y a des fois, comme dans Anno 1800, il y a 3000 grosses tuiles qui vont ensemble, mais que tu as juste des sacs 2 pouces par 3 pouces. Tu sais, que je peux même pas rentrer à moitié des tuiles là-dedans. J'aime bien ça quand on m'offre justement des sacs Ziploc de différentes grandeurs. C'est niaiseux de même, là. Des fois, mon bonheur tient pas à grand-chose, moi, de mon côté. Coupe de sac en plastique. Ah ouais, let's go. Oh, oui, c'est ça. Tu Les devais être pushers aiment content. bien ça après. Tu devais être content quand t'allais à l'épicerie avant. Je suis né dans l'époque quand même où est-ce que. Non, non, c'est vrai, il y avait des sacs. Non, t'as raison, il y avait des sacs d'épicerie quand j'ai commencé ma vie. Pour Ou ceux des qui sont sacs en plus jeunes, papier. pour ceux qui sont plus jeunes, on Non, va les mais, mettre dans un compte. Non, c'est pas vrai. Ouais. Non, mais, mais ma mère était sac de papier brun. Elle faisait ça. Ça se recycle mieux. Elle me disait ça. mais là, attends, là, tu peux pas me dire ça, que t'as pas aimé ça, puis pas me dire un petit mot là-dessus, là. Je l'ai pas essayé encore. Je l'ai acheté Ah, hier. Je l'ai acheté hier. Moi, quand j'achète un jeu, je le déballe aujourd'hui. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ces sacs Ziploc-là? C'est n'importe quoi. Les cartes rentraient Ew. tête. Les cartes rentraient tête. ok. Mais Ok, t'as pas aimé les sacs Ziploc oh dans oui, Anno, c'est c'est ça? ça, c'est tout. Ok, C'est tout. oui, je Le comprends. jeu, tu me l'as bien vendu, puis c'est un classique euro que je risque d'aimer. On est rendu à la 8e place. Là, on tombe dans quelque chose d'assez bizarre.
c'est le format des livres de règles. J'ai décidé de ne pas mettre tout que j'aime dans les livres de règles parce que je pourrais faire un top 10 là-dessus au complet. Mais là, je parle du format, la grosseur qu'il y a. L'affaire que j'ai le plus, là, tu sais, quand tu as une boîte, tu as le format Ticket to Ride, puis tu as le livre de règlement qui est exactement de la même grosseur de la boîte. Puis là, tu ouvres ça, la feuille, elle se tient à moitié. Je trouve que ça ouvre tout croche. Moi, ceux qui ressemblent à un livre, là, qui sont rectangulaires, là, qui se tiennent dans ses mains, des fois, tu vas avoir plus de pages, mais je trouve que quand je fouille dedans, c'est plus naturel de tenir. Tu sais, je peux le tenir à une main. Tu sais, Ouais, celui avec. Genre 8,5, 11 ou un peu plus petit Oh, que ça, oui. là. Genre, oui, style magazine Sears, là. Parfait. Ben, le magazine Sears, il est quand même rectangle dans le mauvais sens. Tu sais, j'aime Ok. qu'il est long sa hauteur, puis sa largeur moins grand. C'est comme Ok. un livre. t'sais. Comme un livre, ouais. Oh, ouais, c'est ça. Ok. Je suis capable de le tenir à une main. Ouais. Tu sais, celui qui est carré, il va devenir mou, c'est les pointes. Fait que Ok. j'aime pas vraiment ça. 7e, c'est les éditeurs qui offrent le choix des meeples ou des figurines. Il y a eu, Oh. il y a eu Frostpunk qui a sorti ça sur Kickstarter qui donnait des petits jetons en bois justement pour faire tes buildings. Ou si tu voulais, des belles petites figurines en plastique, comme Vincent aime bien dire. Ou Des Anachronie qui avait plastiques. ses mecs, c'était des petits hexagones. Ou si tu voulais des figurines pour mettre tes choses, tu avais l'option. Tu sais, Anachronie, j'ai acheté les figurines pareil, là, mais j'aime qu'il y ait l'option, justement. Fait que, tu vas sauver quasiment la moitié du prix pour quelque chose qu'au final n'est pas vraiment utile, mais des fois, on aime ça se gâter. Donc, c'était ça pour ma 7e place. En 6e place, c'est ben niaiseux. Attends un peu, est-ce que je viens Ouais, d'avoir un flash pour ton Ouais. numéro 7? Est-ce que tu placerais en fait la version Deluxe versus pas Deluxe dans cette catégorie-là? Exactement. C'est Ok. exactement là-dedans. C'est Ok. un très bon exemple que j'avais pas pensé, mais que c'est très bon. Tu sais, on parlait de Ra tantôt, il y a la version Deluxe puis ces affaires-là. Tu as des tuiles en carton ou des tuiles en bois. Ouais. J'ai l'option. Tu sais, je suis pas Ouais. obligé de prendre ça en bois. Si moi, le carton, ça me suffit. Tu sais, C'est ça. Ceux qui veulent un Souvent, petit ces pimpage. options-là, ça vient avec des. Souvent, c'est des jeux, si je me trompe pas, le Kickstarter. Hein. Ouais. Oh oui, Fait que mais souvent, t'as l'option Kickstarter, puis tu peux upgrader ton matériel. Après coup, je sais qu'Anachronie, Ouais. tu pouvais acheter comme l'extension, dans le fond, qui était les simplement figurines, les figurines. c'est ça. Puis tu remplaces ton matériel Mhm. avec le C'est ça, ils ont niveau, comme donc- fait une Essential Edition qui avait pas les figurines juste en dedans. Fait que si tu voulais, ben, jette-la à part. Ceux qui veulent pas, ben, prends l'Essential Edition, t'es prêt à jouer. Je sais que Vincent adore ce jeu-là de toute manière. T'sais. Ouais, Oui. ouais. Oui. J'ai Allez voir sa peur, vidéo sur YouTube. ça. 6. 6. En 6e place, les aides de jeu. C'est Oh niaiseux. oui. Ouais, ben là. Ben oui, T'sais, ben là. des Oui. petites cartes. Tu sais, juste une petite carte là, que t'en fais imprimer 4 de plus, recto verso. Tu sais, il y en a qui mettent ça en arrière du livre de règles. Au moins, t'en mets un. Je trouve ça acceptable. Mais quand t'es obligé de le passer autour de la table, je trouve ça moyen. Surtout T'sais, quand les autres se sont pas lavé les mains puis que peut-être qu'ils sont remplis de COVID. ben oui, c'est un mot qu'on n'a pas le droit de dire, ça, Ah, Vincent. excusez, c'est comme le mot Randolph. C'est ça. Mais un exemple, j'ai lu, tu sais, j'étais allé au Jab, j'ai acheté un jeu là-bas, j'ai acheté à cause de monsieur l'influenceur Simon Jutra, Archipelago. J'ai lu Ah les ben. règles. Ah ben, Il n'y a pas d'aide de jeu dans ce foutu jeu. Et c'est fiddly pour les amis européens. C'est plein de petites règles pointues et de plein de situations. Il y en a alambiqué. beaucoup. Oui, alambiqué. J'ai fait imprimer des choses sur BGG parce qu'il y a plein de petits détails que j'allais oublier. Puis que des beaux petites aides de jeu auraient été un minimum. Donc, c'est en 6e place, les aides de jeu. Pour moi, t'as pas assez joué à des jeux vraiment qui ont pas d'aide de jeu. T'as trop joué à des jeux qui ont des aides de jeu, parce que sinon ce serait ton numéro 1. Là. Ouais, ben, j'ai fait vite l'ordre, là, mais tu sais, tu peux les mettre dans l'ordre que tu veux. Là, j'ai fait ça. Ok. 5, ça peut. J'ai pas de problème avec les couleurs. Il y en a que oui, mais des couleurs distinctes. Tu sais, j'ai acheté un autre jeu. J'avais acheté un jeu de Kinedia avant de jouer à Raw. Puis j'ai acheté Blue Moon City, où est-ce qu'il y a des cartes, il y a des tuiles sur le plateau, puis tu as des cartes que tu vas jouer qui vont être les couleurs.
T'as un blanc, un gris charcoal, un noir, un bleu, un turquoise, un vert. Ça m'aide pas beaucoup. Si mon éclairage est pas fait avec des LED qui sont à 3 pouces des cartes, je vois pas la différence, même si j'ai des excellents yeux. Ça s'applique aussi des fois aux ressources. Tu sais, des fois, on peut avoir des ressources sur le plateau, puis on peut avoir des jetons de joueurs avec des placements d'ouvriers, mettons. Si tu mets une ressource de la même couleur qu'un joueur, j'aime pas ça. T'sais, mets des choses. Si tu as de l'or que tu as mis jaune, ben désolé, il n'y a pas de joueur jaune dans la partie. Mets du mauve à la place. T'sais. Ouais, mais tu Donc, sais, si mettons jaune, tu sais, jaune pissenlit, puis l'autre, c'est, tu sais, un jaune plus foncé, genre, ça marcherait-tu pour toi? Ou pas de non. jaune, c'est tout jaune, après ça, on tombe Non, dans une autre barré. palette. À moins OK. que tu le mettes doré, qui flash avec la lumière, tu OK. te gâtes, là. Fait que Donc, pas les de couleurs. différents types de blanc. Ou Euh, 50 Shades of Grey, mettons. non, 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 non. Ben, OK. je pourrais inclure quelque chose que j'avais pas pensé. Mais ça s'applique pas à moi. Ceux qui sont, qui ne distinguent pas les couleurs, toujours le fun d'avoir des Daltonien, ouais. petits icônes, là, justement, Ouais. d'iconographie. Comme dans The Crew, tu as des couleurs, mais tu as aussi les icônes. Ça, c'est Ouais. bien le fun. C'est le fun pour ceux qui ne voient pas les couleurs. Moi, je les vois très bien, mes couleurs. Donc, 4e place. Une iconographie claire. Il y Oh, a, ça, c'est vrai, ça. ouais, il y a plein de jeux que je joue, je suis comme, ah, c'est le fun, plein d'icônes, il n'y a pas de texte, je peux l'acheter en anglais. Puis je suis tout le temps le nez dans les règles parce que je comprends pas les icônes. Ouais, Donc, quand c'est. la main qui slappe quelqu'un, c'est pige une carte, tu sais. C'est ça, tu sais. Fait que, une iconographie claire qui est souvent pas trop diversifiée. T'sais, si t'as 22 000 icônes, c'est pas mieux, justement. Un jeu avec, qui peut avoir 4-5 icônes, that's it. Moi, je sais que Beyond the Sun que j'aimais, que j'aime, tu sais, que t'as 3 icônes, je pense, qui sont reliées à tes dés. Tu as un vaisseau, une population ou un débarré. Puis t'as le mot jump pour dire que tu peux faire l'action jump. Mais une colonisation qu'il y a, puis après, c'est terminé. Il y en a pas 20 000, justement, icônes qui sont assez claires. On Ouais. tombe dans le top 3. 3. Là, on va plus spécifiquement avec les inserts, mais les inserts que je peux mettre ma boîte debout. Tu sais, les fameuses boîtes où est-ce qu'il y a un bel insert. Moi, j'ai Empire of the North, Imperial Settler, que j'aime bien. Un bel insert, tu peux mettre toutes tes ressources dedans, c'est tout le fun. Tu mets la boîte debout, tu la réouvres, il y a des ressources partout dans la boîte. C'est partout, écarté, partout. Prends en considération que ma boîte va finir par... Tu sais, ma calaxe, là, mon carré, là, je rentre pas des boîtes pour qu'il soit tête. Là. Ça finit toujours qu'il y a une boîte un petit peu plus mince à quelque part. Prends en considération que ma boîte va prendre un lousse. Et non, je ne jetterai pas un élastique pour mettre autour de ma boîte. Je ne payerai pas de l'argent pour tenir une boîte ensemble. Là, bon, ok, cette boîte-là, je la mets à verticale, à l'horizontale. Là, ça règle le problème. Mais j'aime ça, poigner mes jeux direct au lieu de sortir les 3 jeux par-dessus. Une autre chose que je peux dire, je vais aller quand même dans le négatif. J'ai acheté une grosse boîte plein de figurines de Assassin's Creed, Brotherhood of Venice. Les fameux inserts, mais tu sais, qui mesurent 5 pieds de long. Quand je veux quelque chose, je suis obligé de tout sortir ça, le mettre sur la boîte pour aller chercher l'insert qui est en dessous, pour le mettre sur la table, qui va prendre un autre 5 pieds sur la table, qui aura plus de place à la table. Fait que je vais mettre la boîte à terre, en dessous de la table cachée, que je vais finir par mettre un pied dedans sans le vouloir, tu sais. Une autre affaire que Mind Clash Game a bien fait, Persévérance, des petits inserts, justement, qui font à peu près pas 2 pouces, là, mais un demi-pied de long, là. Ça rentre tout bien, puis tu sors qu'est-ce que tu as besoin, puis qu'est-ce que tu n'as pas besoin, tu es capable de le ranger dans la boîte. Donc, fini le cas des inserts. En deux... Ouais. Si, tu sais, mettons, moi, l'exemple qui me vient en tête, là, c'est vraiment Mech vs. Minion. Là, on dirait qu'à cette époque-là, c'était oui. C'était correct à cette époque-là. C'était correct à cette époque-là parce que c'était un des premiers, mais là, on dirait qu'on est rendu ailleurs. Grandissez, évoluez, là, bande d'industrie de jeux de société. Parce que ça, ils ont mis plein de petits minions, justement, dans un insert, mais il n'y aurait pas à mettre plein d'inserts, puis tu en aurais juste sorti ta quantité parce que des minions, tu vas en sortir, mais tu les sortiras pas. C'est rare que tu vas tous les mettre sur le jeu, là, tu sais. Ouais, vraiment.
Deuxième, ça c'est, je te dirais, c'est les caprices des nouveaux joueurs que j'ai. Les plateaux double couche, on aime ça. Ah, ah, Euh, ah. mais tu sais, Le petit minou avec. euh, non, ça c'est un autre cas. Euh, dans smartphone, ça c'est un plateau, le plateau central qui est double couche. Parce que si quelqu'un accroche un peu, il pourrait tout sacrer mes cubes ou mes bâtiments à une autre place. Ah, mon bâtiment est à quelle place? Terraforming Mars qui a compris ça en retard, justement, que ça y prenait ça. Ou en tout cas, il aurait pu mettre pas un plateau que je pense que je dépose quelque chose puis ça pourrait glisser jusqu'à l'autre bout de la table, là. Donc, des plateaux personnels ou centrales, double couche, on aime bien ça. Ouais, on est vraiment dans le problème du tiers-monde, là, présentement, là, Oh tu sais. oui, oui, ça là, le petit Africain, là, il est content que j'en parle, là. Et mon nouveau problème que j'aime que les éditeurs font et ne font pas assez, le format de la boîte. Ah oui, Ouais. oui, Une ça, je suis boîte d'accord. vide, je déteste ça. Moi, là, Hmm. si t'es capable de mettre le format de la boîte le plus petit, tu sais, t'as parlé de Mech vs Minion, et que c'est gros pour rien, cette boîte-là. Je te coupe 30 secondes. Je pense que c'est une des choses qui m'a vraiment fait triper avec la compagnie Holland Spiele. C'est le fait que, tu sais, les boîtes sont hyper minces. Puis, oui, ok, tu sais, c'est un plateau en papier. Ok, oui, le monde, écoute, ils sont pas capables de se sentir ça. C'est correct, regarde, là, fais de l'air, là, c'est pas à toi que je parle, là. Mais tu sais, je trouve que moi, en tant que tel, quand on est rendu avec une tonne et quart de jeux à un moment donné, puis il y en a tellement sur le marché qu'à un moment donné, ça devient quelque chose de nécessaire aussi à considérer, là, d'arrêter de faire des Christie de grosses boîtes continuellement avec plein de matériel là, surabondant, puis que ça prend un carré de calax. Si t'en as 5 jeux comme ça, ben t'as le quart de ton espace de rangement complété avec 5 jeux seulement. Est-ce que c'est ça qu'on veut ou on voudrait avoir un peu plus de jeux que ça, tu sais? Moi, ça me dérange pas que la boîte est grosse parce qu'il y a du matériel, Oui, c'est exact. qu'elle est bien remplie. Mais c'est ça, d'ouvrir une boîte puis elle est à moitié vide, c'est un petit peu décevant. Après, je pense que ça, c'était toute une réflexion qui était probablement plus marketing à l'époque. Ouais. Bon, il y avait une tendance dans les éditeurs à vouloir avoir une plus grosse boîte. Parce que, ben, pour le prix que tu payes, ça a l'air d'être plus... Tu sais, pour payer 60$, tu sais, t'es content d'avoir une grosse boîte plutôt qu'une plus petite boîte, même si ta boîte est à moitié vide. Euh, C'était aussi l'emplacement sur les tablettes, la visibilité que le jeu a sur les tablettes en boutique. Donc, je pense que ça venait à la base d'une réflexion qui était plus marketing, positionnement du jeu en tablette. Ce qui est une mentalité qui est en train de changer, là. On peut le voir que là, les éditeurs sont un petit peu plus consciencieux, juste de par le prix du matériel, mais par le fait, par le matériel qu'ils créent, par les boîtes qu'ils créent, puis ils essaient de, bon, justement, avoir des boîtes un petit peu plus petites, mais où le matériel est bien rangé, où tout rentre parfaitement, puis il n'y a pas d'espace vide ou d'espace de perdu. Ce qu'on se rend pas compte aussi, à une certaine époque, tu avais des, euh, des grosses boîtes, bon, les grosses boîtes le carré, là, typiques. Puis à l'intérieur, tu avais un insert, mais un insert où tu avais juste un trou en plein milieu, puis tout ton matériel pouvait rentrer en plein milieu, puis ton Ouais. insert couvrait genre le 2 tiers de ta boîte, là. Puis tu avais juste un Mm. tiers que tout ton matériel rentrait là-dedans. Ouais. Euh, c'est le genre de trucs qu'on voit de moins en moins. Quand il y a des inserts, ils sont là pour justement pour ben, mieux positionner le matériel, pour justement que le matériel bouge moins, pas pour couvrir de l'espace vide, Ouais. euh, pour comme que la boîte soit plus grosse à des fins marketing. Mais oui, en effet, de plus en plus, c'est en train de se faire. C'est une mentalité. Tu sais, même dans les années 90, on avait les boîtes de grosseur Monopoly, là. Tu sais, Oui. tous les jeux, c'était ça le standard. Tu sais, Mhm. tu faisais un jeu, c'était ce grosseur-là, peu importe ce que tu avais comme boîte. Ça a beaucoup évolué comme mentalité. Puis, ben, c'est ça. Là, on est dans une mentalité où on essaie de, au contraire, optimiser l'espace, d'avoir des boîtes plus petites, mais où tout le matériel va rentrer, va bien rentrer, mais où il y a pas, on a le moins de pertes possible.
Avec tout ça, j'ai une question par contre. Est-ce que, mettons, tu disais tantôt GF, puis tu disais Steve, tu sais, si la boîte est bien remplie, mais si elle est remplie de, tu sais, mettons, ok, l'exemple qui me vient en tête, c'est un jeu comme Rising Sun, où est-ce que, tu sais, elle est bien remplie la boîte. Il y a plein de figurines, mais tu sais, tu veux utiliser une figurine peut-être une fois par ou deux parties ou trois parties. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous dérange, tu sais? Que ce soit rempli de matériel, mais que le matériel soit peut-être plus grand que nature ou qu'il soit pas nécessairement véritablement utile? Ça dépend. Moi, l'exemple que j'ai, que tu as déjà eu, Super Fantasy Brawl. C'est une boîte format gigantesque, là, ça a environ 2 pieds de haut par 3 pieds de Oh, large. C'est c'est terrible, incroyable. ça. Il y a des figurines dedans, là, tu sais, le plateau, mais il y a des inserts d'une grandeur astronomique, ça n'a même pas de Ouais. sens. Tu sais, la boîte est vraiment gigantesque, gigantesque, puis ça pourrait rentrer plus petit, je pense, qu'une boîte Oui, oui, Ticket tout to à fait. Ride. Ben Tu sais, oui. Oui, oui, tout à niaiseux de fait. même. Tu sais, j'allais dire des jeux justement qui rentabilisent l'espace. Tu sais, tu parlais de Splatters. Boss, là. C'est-tu un Ouais. beau format de boîte, ça? Ah, c'est. Rectangulaire, bien mince. Bien mince. Moi, les formats là, que j'adore, là, c'est les châteaux de Bourgogne, justement. Le Havre, tout ça. La Mhm. rectangulaire classique. Tu rentres ça couché. Tu peux même mettre un jeu par-dessus si tu veux. Moi, c'est les formats que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Donc, c'était mon top 10 des choses que j'aime beaucoup que les éditeurs font. Yes, super, ben merci Steve. Alors on va passer tout de suite, et sans plus tarder, à la chronique de Vincent. Donc il nous reste encore pas mal de temps, fait que on t'a libéré un petit peu de temps là. On a du temps pour parler de tes sujets. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Vincent? Ben c'est ça en fait moi c'est souvent j'aime ça tu sais tu le sais comment est-ce que c'est JF moi c'est pas tant un exposé plus qu'une discussion tu sais. Et là, j'avais envie, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, présentement, moi, je suis dans le fond, en rédaction d'un mémoire, en ce qui a trait, en fait, de l'utilisation l'usage du numérique. Quand je parle d'usage du numérique, on parle de jeux vidéo, de réseaux sociaux, puis ça, puis l'influence que ça a sur les adolescents et leur parcours scolaire. Donc, c'est sûr que moi, présentement, avec cette idée-là en tête, cette réflexion-là, il y a beaucoup de parallèles que je peux faire avec le jeu de société, comment est-ce qu'on le consomme, comment est-ce qu'on on en parle, comment est-ce que ça devient en fait émergent dans nos vies. Et un de ces sujets-là qui me tient beaucoup à cœur, c'est ce que j'appelle le toxic positivity au détriment de la réflexion éthique. Oh boy. Avec le Oh petit... boy! Ouais, c'est ça. Gros sujet là. Ok, on rentre dans des sujets d'universitaires là. Ok, Ah ouais, faut c'est être ça, tu prête sais. là. Avec le hamster là, qui se tourne, là, bref. Euh, Est-ce que vous connaissez c'est quoi le toxic positivity ou avez-vous une idée de ce que c'est? J- Pas, j'ai pas une idée claire là-dessus. Pas une idée claire. Après, ce que ça veut dire, c'est probablement de tellement mettre d'emphase sur les choses qui ont l'air extraordinaires sur un produit au détriment de ce qu'il est réellement. Donc pour moi, c'est probablement une réflexion aussi qui est peut-être à la limite marketing. Donc de mettre beaucoup d'emphase sur ce qui est beau à propos de quelque chose et pas de complètement ignorer ce il pourrait être mieux ou ce qui est, disons, problématique à propos de ce produit-là. Mais pas une idée plus claire que ça, en fait. OK. Euh, En fait, l'idée du toxic positivity va plus loin que le produit de consommation. Moi, j'en ai entendu parler de ce concept-là via un podcast d'une fille qui avait 35 ans, qui s'est faite diagnostiquer avec un cancer en phase terminale et qui, elle, a fait face à une situation, une réalité qui est hors du commun et surtout qui vient de changer sa vie de façon drastique. Et à un moment donné, elle est en attente pour son rendez-vous à l'hôpital et elle reçoit une belle petite carte, un beau petit, je sais pas, une petite carte avec un genre de coucher de soleil qui disait ne t'en fais pas aujourd'hui, peut-être une mauvaise journée, mais demain ira mieux. Tu sais,
Euh, fait que là, tu sais, on peut déjà voir l'ironie de marde qui se cache derrière cette estique de maladie mentale-là, de toujours vouloir mettre le négatif en dessous du tapis. Comme si de ne pas exprimer tes émotions, de ne pas être capable de pouvoir parler des choses qui sont relativement, tu sais, je vais dire négatif, à défaut de d'autres mots, c'est pas négatif, c'est plus euh, une question de dire, tu sais, les points négatifs ou les choses qui sont peut-être pas parfaites de donc de décrire les imperfections. Ben c'est devenu quelque chose de complètement quelque chose qui est rendu totalement hors norme, c'est bizarre, t'es négatif quand tu fais ça. Et ça, on le vit énormément à travers plein de choses. Là, tu sais, mettons, moi, je le vois beaucoup en fait dans l'intervention en fait avec les adolescents ou même peu importe l'âge, l'intervention en général, les espèces de motivational speakers, les conférenciers, les gens, les coachs de vie qui vont toujours en fait pousser la personne à faire, tu sais, ce que tu vis, tu sais, le fait que tu ailles, mettons, une certaine frustration par rapport à ton emploi, ben c'est parce que dans le fond, tu vois pas la vie assez rose, puis t'es pas en train de penser de façon positive envers ton emploi. Et si tu étais davantage positif, ben là, probablement qu'il y aurait plus de choses positives qui t'arriveraient dans la vie, etc. Puis on a plein de petites vidéos comme ça sur TikTok, par exemple. Sur Facebook aussi, c'est continuellement ça. Quand on dit qu'on va pas bien, ben là, soudainement, les gens veulent nous sortir une phrase extraordinaire du genre quand on regarde le soleil droit dans les yeux, ben il va être trop fort, mais si on le regarde d'un autre angle pendant la nuit, alors tout ira mieux dans ta vie. Tu sais, des genres de conneries comme ça que je viens d'inventer sur le tas. C'est une belle improvisation, ça. Merci, merci. Mais ça fait en sorte qu'on est rendu inapte à avoir en fait une espèce de communication affirmée. On est toujours dans on se sent attaqué ou on se sent agressé quand une personne, par exemple, va parler de ses émotions, va véhiculer une certaine frustration ou un certain mécontentement ou un désagrément, un désaccord sur certains trucs. Et donc, là, maintenant, le parallèle peut être facilement fait avec le jeu de société, non seulement comme produit, mais aussi dans des discussions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, comme avec des amis. Est-ce que vous auriez des exemples de moments où est-ce que vous étiez en désaccord, puis que finalement, on a coupé immédiatement la conversation, de genre, ah, ben regarde, t'es d'accord, tu as ton point de vue, j'ai le mien, puis harmonie des deux solitudes. Vous savez c'est quoi l'harmonie des deux solitudes? Vous comprenez le principe? Oui, c'est qu'on comprend le point de vue de l'autre, puis que tu vis bien avec son. Tu sais, Puis, c'est puis tant que l'autre ça. personne te parle pas, tant que l'autre personne tu sais, tant que l'autre personne te dérange pas avec son point de vue, puis que toi, tu n'as pas besoin d'y parler, ben on va faire chambre à part, puis c'est bien correct. Tu sais. Euh, Moi, tu sais, je suis pas très actif sur les réseaux sociaux. C'est probablement, tu sais, une des raisons, dans le fond, de la difficulté de communication, puis de devoir un peu se censurer un peu soi-même, son point de vue. Les peu de fois où, disons, j'ai voulu émettre des points de vue négatifs sur des jeux, ben, c'est sûr que t'as, t'as des gens qui viennent, puis que là, bon, ils donnent des arguments qui n'ont pas vraiment rapport avec ce que toi t'as dit, puis tu sais, qui essayent de contrecarrer ce que tu dis avec des trucs qui n'ont pas nécessairement rapport. Fait que tu sais, disons que pour rapidement, je me suis rendu compte que ça vaut pas la peine nécessairement de vraiment s'ostiner avec tout ça. Tu donnes ton opinion, tu veux contre-argumenter, ben, fine. T'as des arguments, puis je comprends, sauf au bout de la ligne, reste qu'il il y a des raisons pourquoi j'ai dit cette chose-là, pourquoi je n'aime pas tel aspect. Euh, mais c'est des vraies discussions sérieuses sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est très, très difficile. Ça vient souvent dans le jugement, ça vient souvent dans, ben, si je critique un jeu que toi t'as aimé, puis là je vais en donner un exemple, mais un jeu que moi j'ai vraiment pas aimé, c'est Rising Sun.
t'as acheté Rising Sun à 300 et quelques dollars de plus, quelqu'un qui critique ce jeu-là, tu vas le prendre personnel. Dans le sens que tu l'as acheté, tu as fait l'investissement, puis c'est pas que tu te forces à l'aimer, mais souvent les jeux que tu achètes, tu as un petit billet de plus à vouloir l'apprécier, ou si tu l'apprécies. Bon, il y a des jeux que tu vas acheter puis tu vas juste te débarrasser, mais on dirait que tu as toujours un petit peu plus le billet, surtout que tu as fait un investissement lié à ça. Euh, Puis, ben, c'est ça, rapidement, t'es comme, oui, mais l'argument que je donne est valable. Toi, tu le vois pas de cette façon-là, mais au bout de la ligne, tu sais, c'est pas sur Facebook ou sur des réseaux sociaux que j'ai envie de partir une vraie discussion sur, puis de m'expliquer en long et en large sur, bon, qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que j'ai moins apprécié, qu'est-ce qui fait que pour moi c'est une bonne ou une moins bonne expérience. Fait que je trouve que ça devient souvent ben, très. On résume notre pensée, puis c'est difficile d'avoir une vraie argumentation, puis quand il y en a une, c'est plus des jugements de valeur, puis c'est plus d'essayer. On dirait que tu te sens attaqué. Quelqu'un se sent attaqué, fait qu'il réagit, puis là, ben, là, toi, c'est toi qui te sens attaqué par la suite. Fait que est-ce que ça donne une vraie discussion constructive? Généralement, pas tant que ça. Tu sais. Mhm. Puis, puis tu sais, j'irais en fait dans le même, je vais dans le même sens que toi, qu'en effet, tu sais, le côté des réseaux sociaux n'est pas un endroit en fait où est-ce que tu peux avoir ce genre de discussion-là pour de multiples raisons. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, la manière que les gens communiquent de façon principale, c'est souvent par les réseaux sociaux, et j'ai l'impression que ça vient entraver à la communication qu'on pourrait avoir quand on est en personne, parce qu'on n'est plus habitué en fait d'être dans une situation en fait de débat ou de désaccord ou de pouvoir argumenter. On se sent facilement, comme tu dis, attaqué, et ça fait en sorte qu'on bloque complètement cette discussion-là. Puis, moi, ce qui me dépasse aussi, c'est le fait que on peut, tu sais, je veux dire, on peut-tu arrêter tout le temps de complimenter, par exemple, un jeu, mais au-delà de ça, on peut-tu avoir du monde qui sont pas d'accord avec nous autres? C'est correct dans la vie qu'on soit pas d'accord. Ça veut pas dire, JF, que tu sais, t'aimes pas Rising Sun, ou que pour moi, t'es un déchet qui mérite pas de vivre, tu sais. Puis ça, souvent, cette espèce de... On crée beaucoup de généralités parce que ce sont des raccourcis qui sont très rapides à faire de façon cognitive, là, au niveau de notre cerveau. Quand tu penses pas comme moi, ben automatiquement, c'est sûr que t'es pas comme moi. Et donc, parce que t'es pas comme moi sur ce sujet-là, ben je vois pas l'intérêt de pouvoir développer une relation avec toi. Depuis quand est-ce que nos relations sont uniquement basées sur une chambre à écho avec des gens qui pensent juste comme moi, puis qui vont juste être d'accord tout le temps avec moi? C'est débile mental quand on y pense, là. Puis pourtant, on est dans ce cycle-là continuellement. Puis tu sais, mettons, peut-être, Steve, t'es plus actif sur les réseaux sociaux, peut-être tu pourrais me le dire. Euh, tu sais, je veux dire, mettons, on parle, là, le gros buzz, là, c'est Ark Nova. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose de négatif sur Ark Nova? Et si oui, quelle a été la réaction de tout le monde par rapport à cette personne-là? Il y en a tellement peu sur le marché qu'il n'y en a pas beaucoup qui puissent dire ça. On dirait que un petit peu des anglos, que c'est un petit peu des monde qui aime pas le hype, là, tu sais, que dès que c'est hypé, ils aiment pas ça. Mais moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience pour les jeux de société, tu sais. Euh, j'ai émis mon opinion, puis c'est intéressant. Moi, je suis pas d'accord, mais tu sais, on dirait que, mettons, la pandémie a comme montré ça un peu. J'ai remarqué, le monde n'accepte plus, on dirait, les débats. On dirait qu'il voit, Ben non, ça c'est c'est plus un sûr. débat, c'est une attaque que tu me fais. Mhm. Tu sais, on peut avoir une conversation, avoir un débat. Tu pourrais aussi bien me convaincre que tu as raison que, que, que sinon que toi tu as raison. Mais aussi, ça se peut très bien que nous avons tous les deux raison en fonction de notre opinion face à une situation. Puis c'est correct comme ça aussi, là. Tu sais, Mhm. comme tu disais, dans l'évolution un peu de l'humanité, si tout le monde pensait pareil, on n'aurait pas évolué pantoute là, dans la société. Là. Oui, puis je pense que, tu sais, puis ça tu viens de marquer un point, tu sais, il y a des points de vue euh, qui sont, tu sais, qui sont des opinions,
puis il y a des points, il y a des moments où est-ce que, tu sais, il y a des moments où est-ce qu'il y a une certaine neutralité, tu sais, où est-ce qu'il y a vraiment un point où est-ce que, non, tu sais, je veux dire, euh, le meilleur exemple qui me vient en tête, moi, c'est quelqu'un qui s'ostine ad vitam aeternam que Side, c'est un worker placement, par exemple. Mais Side, c'en est pas un. Puis, tu sais, de dire, puis là, de dire, ben, moi, mon opinion, c'en est un, parce que Side, c'est merveilleux, puis c'est ci, puis c'est ça, puis etc. Puis moi, j'aime les worker placement, puis Side, c'est sûr que c'en est un. Moi, ça aussi, ça commence un peu à m'énerver, le fait que, tu sais, tout est une question qui devient juste, en fait, émotive. Puis comme tu as dit, souvent, on va, tu sais, un exemple que je peux donner, là, quand j'ai fait ma critique de l'extension de Underwater Cities avec l'école du jeu, j'ai eu des gens qui ont pris ça comme une attaque personnelle. Puis un moment donné, je leur dis, mais non, mais là, tu sais, moi, en tant que tel, mon but, c'était de faire du journalisme ludique. C'est pas d'aller promouvoir un produit en tant que tel. Et ce que j'avais dit à simple forme, vous allez acheter une extension au même prix qu'un jeu. Et cette extension-là ne contient pas du matériel qui serait comme équivalent à un autre jeu que vous aurez. C'est juste des variantes sur Underwater Cities qui sont, ben, tu sais, si vous tripez sur Underwater Cities, c'est sûr que tu vas aimer cette extension-là. Ça se peut, non. Ça se peut aussi que tu l'aimes pas. Mais si t'aimes pas plus Underwater Cities que ça vient de cette haine-là. Puis, soudainement, là, c'est comme, hey, t'as dit ça, là, écoute, c'est un sacrilège. Et puis, s'il y a quelqu'un qui aurait dû être offusqué de cette vidéo-là, c'est moi qui adore Ouais. Underwater City. Puis, je suis d'accord. Tu sais, c'est un parfait exemple. Justement. Moi, la seule utilité de ce jeu, de cette extension-là, c'est faire vite, je mets là-dessus. Des plateaux double couche que je parlais tantôt, puis des cartes de départ différentes. Tout le reste qu'il y a dans la boîte, je joue même pas avec. Ouais. Puis tu sais, moi, c'est que, en fait, c'est que cette espèce de toxic positivity-là, puis cette chambre à écho-là, de dire c'est bon, oui, c'est extraordinaire, ça nous empêche, en fait, d'avoir une réflexion éthique au niveau, mettons, d'un jeu, de ses défauts, de ses qualités. Ça nous en fait, on devient complètement en désillusion, on devient, en fait, en espèce on est devant une illusion, là, littéralement, là, comme tu parlais de Rising Sun tantôt, que tu payes 300$. Évidemment, tu veux pas te faire dire que c'est pas si bon que ça parce que tu veux te convaincre toi-même que ce jeu-là a pas de défaut. Mais il y en a des défauts, puis c'est correct parce que ça fait partie de la vie. Il y a rien de parfait dans la vie. Il faut s'accepter dans nos imperfections. Il faut accepter les jeux dans leur imperfection. Puis c'est là, en fait, que vient la beauté, en fait, de la chose. C'est quand on est capable d'apprécier que, tu sais, je veux dire, tu sais, mettons, une relation, c'est la même chose. On accepte un moment donné les défauts de l'autre, puis c'est ça qui fait la beauté de cette personne-là à un certain moment. Puis Je n'ai aucun défaut. Non. Oui, ça je sais tout à fait, là, tu sais. Mais tu sais, le toxic positivity, c'est exactement ça, c'est qu'on tombe dans une chambre à écho. Puis je reviens encore une fois avec les fameuses vidéos de pourquoi je n'aime pas, que mon but c'était d'être capable d'avoir une pensée critique par rapport à des jeux super populaires que tout le monde était en train tout le monde était rendu bandé solide sur ces jeux-là, puis que là, il y avait rien de négatif où tout était beau, tout était extraordinaire. Hey, attends un peu là, c'est pas vrai. Puis ce qui est tellement ironique, c'est que mes jeux préférés de tous les temps, je suis capable de dire tous leurs défauts facilement en étant capable de me distancer de ça parce que au final, c'est une opinion, c'est pas mon identité. Si tu t'identifies en fait à tes goûts de jeux de société, ben questionne-toi sur qui tu es parce que clairement t'as pas saisi ça à la base là. Tu sais, puis c'est pas du, tu sais, il y a une, tu sais quand je parlais souvent que la pensée critique avec du cynisme puis tout ça, pour moi il y a vraiment une place à la pensée critique qui a le droit d'être là. Oui, j'étais frustré, là, tu sais, il y avait le côté émotionnel, il y avait le côté émotif dans le dernier podcast que j'ai fait, mais ça reste quand même que cette pensée critique-là peut être faite de façon convaincue, avec une certaine conviction, puis il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème à ce que quelqu'un soit convaincu de certaines choses. C'est quand on commence à prendre son message comme étant une attaque personnelle que ça le devient, puis c'est là qu'on élimine totalement, puis qu'on fait comme non, ça se peut pas, là. Tu sais, c'est juste positif, puis faut juste voir la vie en rose. Et ça commence à devenir vraiment problématique dans le jeu de société, particulièrement parce que aujourd'hui,
premièrement, on est toujours en train d'aller chasser le prochain jeu qui s'en vient. C'est littéralement comme la prochaine batch de Pokémon qui va s'en venir. Ben, on va aller chasser ces 155, 200 nouveaux Pokémon-là. C'est la même affaire avec les nouveaux jeux. On est en train de continuer à chasser tout ça, puis à voir c'est lequel le prochain jeu extraordinaire. Puis, je me rends compte, là, sincèrement, dernièrement, je me suis mis justement à me poser la question, pourquoi j'ai besoin de quelque chose de nouveau? Pourquoi j'ai besoin de ce jeu-là de plus? Tu sais, j'ai acheté Anno 1800, puis tout le long, j'étais comme, j'ai-tu vraiment besoin d'en avoir un autre? Tu sais, j'en ai 130, là, je suis comme, tu sais, je me suis même posé la question, tu sais, le classique, j'en ai-tu vraiment besoin? Ça va-tu m'apporter quelque chose de plus, ces affaires-là? Puis, on dirait que tu sais, j'ai encore ce syndrome-là, tu sais, que je cherche la nouvelle perle, là, tu sais, qu'on attend. Mais j'ai mon questionnement tu sais, on dirait que je sors de mon corps, puis je fais comme, pourquoi je fais ça? Ça sert à quoi? Ou qu'est-ce que ça m'apporte, genre? Fait qu'on dirait que je vais avoir un changement, j'ai un changement progressif dans cette situation-là, mais c'est intéressant comme questionnement. Puis, C'est vas-y, vraiment au niveau des jeux qui sont très hypés, donc toutes les grosses nouveautés, les gros qui ont le plus d'attrait, puis qui sont. C'est là que le discours est encore plus difficile, le discours critique est encore plus difficile parce qu'il y a tellement de hype que c'est juste le positif que tu vois, puis le négatif, on peut pas en parler, mais tu vas pouvoir parler de ce même jeu-là 5 ans après. Puis ça va être vraiment moins problématique, ça va être moins difficile de parler des points négatifs parce que 5 ans après, il va y avoir 5 ans de nouveaux jeux qui va être sorti, qui va peut-être même déjà avoir réglé des problèmes que ce jeu-là avait. Puis 5 ans après, c'est plus facile d'avoir ce recul-là puis de dire, ben regardez, tu sais, ça c'était problématique quand c'était sorti. Puis ça l'a été prouvé par le fait que, ben, dans les 5 années qui ont suivi, des jeux n'ont pas fait le même processus où disons, amélioré un côté du jeu. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, tout ce qui est très nouveau, ce qui est très hypé, est très, très difficile d'être ce côté plutôt critique, puis essayer de voir le côté négatif. Puis ce qui est difficile, bon, pour moi, dans les réseaux sociaux, c'est que souvent c'est une discussion d'un côté. C'est dur d'avoir une vraie discussion. C'est plus, tu te dis ton opinion, puis les gens, ils critiquent ton opinion, et pas, t'es essaie d'avoir une discussion avec toi. Puis pour moi, avoir une discussion de game design par écrit sur les réseaux sociaux, c'est plutôt difficile. Ouais. Moi, ça me fait penser à quand on teste des prototypes de jeux. Tu sais, quand tu testes des prototypes de jeux, je suis pas en train de écrire une critique sur Internet, sur Facebook, puis de la publier, puis que tout le monde la voit. Je donne une critique qui est, bon, mon opinion, qui est basée sur mon expérience de jeu, mais en direct à l'auteur puis aux autres gens avec qui j'ai participé à l'expérience. Puis au bout de la ligne, jouer un jeu, c'est aussi avoir une opinion sur le game design. C'est pas parce qu'un jeu terminé, est fini, est édité qu'il n'y a pas eu des problématiques. Il n'y a pas des problématiques. Euh, Tous les jeux finissent par accepter d'une certaine côté de certaines problématiques, mais c'est souvent au détriment d'une plus grosse problématique. C'est-à-dire que ben, un game design, c'est OK, ben ça marche bien, mais ça marche un peu moins bien. On va le remplacer par ça, qui est pas parfait, mais qui est mieux que les autres versions qu'on a essayées. Tu sais. Fait que souvent, c'est le game design, c'est tu travailles à avoir le jeu le moins parfait possible, disons. Mais bon, au bout de la ligne, la perfection n'est jamais parfaitement atteignable. Puis ça reste une question d'opinion. Puis pour un joueur, tel jeu, il marche c'est moins bon à cause de tel aspect, mais pour tel autre joueur, c'est l'aspect qui l'attire le plus. Fait que c'est aussi difficile d'avoir, tu sais, il n'y a pas de vraie opinion de perfection et tout. C'est toute une question de comment tu designs ton jeu pour quel public tu l'enlignes. Puis après ça, toutes ces décisions-là découlent, puis essaye de faire un tout qui fait du sens. Euh, mais souvent, ce genre de discussion-là, c'est dur à aller en profondeur dans les réseaux sociaux. C'est plus facile ben, justement, émettre ton opinion, dire pourquoi, expliquer pourquoi, puis après ça, ben, les gens vont
dire s'ils sont d'accord ou pas. Puis il y a des gens que ça va parler plus qu'à d'autres, mais d'avoir une vraie discussion de game design, pour moi, tu sais, il n'y a rien de similaire que quand on est en personne, on teste avec un auteur ou avec des gens qui font du game design, on teste un jeu, puis là, on critique sur le fait est-ce qu'on est capable de l'améliorer, est-ce on a atteint une expérience qui est optimale avec le jeu, ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut retravailler pour l'amener un peu plus loin, ou est-ce que c'est ça. Fait que c'est un peu deux choses, c'est aussi toute la discussion du game design est souvent une question bon, d'expérience, de goût, mais qui est pas une discussion qui est très facile à avoir, puisque souvent demande beaucoup de temps. Puis moi, d'écrire 3-4 paragraphes pour expliquer à une personne en particulier pourquoi tel aspect du jeu je l'aime pas, ça m'intéresse pas. Tu sais. Ah non. Je suis comme, regarde, moi je l'ai expliqué le mieux que je pouvais. Après, tu peux ne pas être d'accord, mais pour moi, même pour moi, c'est dur d'avoir une discussion. C'est comme, ben, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, mais après, dès que ça aille vers une discussion qui est plus intéressante de game design, s'il n'y a rien comme de pouvoir en parler en personne, puis d'avoir une discussion ben, face à face, ou bon. Maintenant, le test de proto se fait beaucoup par Internet, mais ça reste bon, des discussions qu'on fait avec des personnes directes et pas par médias interposés. Fait que puis cette positivité-là, ben, c'est souvent ce que les réseaux sociaux ils projettent, hein. C'est ça qu'on projette au monde, c'est le fait qu'on est positif, qu'on aime la vie, puis qu'on aime telle affaire, puis telle affaire, puis c'est un peu l'opinion que ben, l'image qu'on donne aux autres après est basée sur les opinions qu'on donne. Fait que j'ai l'impression que c'est un genre de service où, au bout de la ligne, les réseaux sociaux mènent que à de la positivité toxique, c'est-à-dire que tu veux montrer que tu veux montrer les meilleurs côtés de toi sur les réseaux sociaux. Fait que tu parles de façon positive. Si tu parles de façon négative, c'est sûr qu'il va y avoir un backlash, puis c'est sûr qu'il va y avoir après des opinions négatives, puis ce que tu veux pas avoir. Fait que nous, on en soit conscient, c'est une chose, mais c'est que souvent, c'est que ça amène les gens à avoir cette pensée-là automatique, puis Ouais. à oublier le fait qu'ils peuvent avoir un côté critique, puis peuvent ne pas apprécier quelque chose. Généralement, on se retrouve à ne pas parler de ce qu'on n'aime pas et à parler de ce qu'on aime. Ouais. Pour justement pas avoir à subir un peu toute la négativité d'avoir un propos qui est, qui, euh, ben, négatif, là, qui est pas positif, disons. Là. Euh, Puis on s'en. c'est ça. Puis tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que ce que tu dis là, ça devient quasiment une espèce d'autocensure. Puis moi, puis Absolument. tu sais, ça, là, en tant que tel, c'est vraiment, vraiment nocif pour une pensée critique. Puis tu disais un point tantôt que je trouvais vraiment intéressant, qui était, dans 5 ans, on va avoir compris c'était quoi les problèmes, puis on va être capable d'en parler de façon critique. Mais le problème, c'est que dans 5 ans, si on continue, tu sais, je dis ça de façon purement On parlera plus de ce hypothétique, jeu-là. ben on parlera plus de ce jeu-là, puis non seulement ça, si on continue notre lancée de juste de hyper toutes les nouveautés, puis pendant 50 ans, tu vas avoir des gens qui vont avoir acheté toutes les nouveautés tout le temps parce qu'ils sont hypés, parce que ça devient un automatisme. Puis au final, on revient pas sur ces jeux-là en disant ouais, finalement, c'était pas si bon que ça, ouais, finalement, ça correspond pas trop à ce que moi je voulais. Puis ainsi de suite, tu sais. Et pour moi, ça, le fait de ne pas être capable de revenir sur nos opinions puis dire, ouais, finalement, j'avais peut-être tort, ou ouais, finalement, j'avais peut-être pas, tu sais, c'était pas si hot que ça, c'est quelque chose de super problématique aussi parce que on va continuer à hyper, on va continuer à dire que de choses positives envers un jeu, puis on va toujours, en fait, continuer cette espèce de roue qui tourne là. Les gens vont continuer d'acheter, les gens vont continuer en fait d'aller chasser le nouveau jeu IP extraordinaire, wow, plus, plus, plus. Et c'est drôle parce que ça me fait penser à c'est drôle parce que ça me fait penser à une discussion que j'avais par rapport tu sais, la version Deluxe, la version avec des figurines. Euh, tu sais, indirectement, puis là, c'est pas encore formé dans ma tête, cette pensée-là, mais je trouve qu'on est encore plus dans un problème d'équité
au niveau du jeu de société. Ce que je veux dire par équité, c'est le fait que ta copie, Steve, de ton jeu de luxe est moins haute que la mienne. Puis, en tant que tel, est-ce que, tu sais, moi, j'aurais peut-être voulu l'avoir, là, cette copie-là de luxe, mais malheureusement, de façon circonstancielle, je ne pouvais pas me la procurer. Et là, soudainement, ben là, la personne qui a tout plein de jeux de luxe, etc., devient un peu cette espèce de d'idéal-là qu'on veut suivre, alors que moi, qui est un peu plus humble dans ma consommation ou qui a pas nécessairement les moyens de pouvoir financer ces millions de figurines-là avec ces millions d'extensions-là, avec le matériel de plus que tu peux avoir en add-on, ben je deviens un peu comme, tu sais, je deviens un peu quelqu'un de moins important, entre guillemets. Il y a vraiment tu sais, puis c'est là où est-ce que je me questionne beaucoup, tu sais, est-ce que justement, il y a comme un problème d'équité dans tout ça, dans le fait que, tu sais, on est tout le temps trop positif, on est tout le temps en train de surévaluer la qualité des trucs, puis c'est au détriment de d'autres personnes qui sont mises de côté, qui sont pas capables de pouvoir se permettre ce genre de choses-là. Bref, excusez, je sais que c'est comme très, je vais loin là, dans la réflexion là. C'est pas Non, non, nécessairement. mais en effet, puis tu sais, au bout de la ligne, il y a quelques années, il n'y en avait pas tant que ça, puis c'est quelque chose qui s'est développé. Je pense que ça s'est beaucoup développé, bon, à cause de Kickstarter. Je pense que Kickstarter a amené aussi cet aspect de vouloir en mettre plus, en avoir plus, avoir du plus beau matériel. Euh, Après, bon, ben c'est ça. Ça reste une question pour moi, tu sais, je vais pas acheter un jeu de luxe si, tu sais, je vais acheter un jeu s'il m'intéresse, puis je vais acheter un jeu de luxe si vraiment j'adore ce jeu-là, puis j'aime, tu sais, je sais que je vais y jouer quand même souvent, puis que je veux avoir ce petit plus-là, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est primordial d'avoir une version de luxe, d'avoir des figurines, tout ça, c'est au bout de la ligne, est-ce que le gameplay il me plaît, est-ce que le game design, puis bon, l'expérience est assez suffisante, puis bon, c'est peut-être ces petites exceptions de tu sais, même juste des extensions, là, même pas des versions de luxe, juste des extensions pour des jeux, j'en ai acheté très peu dans ma vie. C'est les 5 jeux, même pas, je pense, mais mettons dans les top 5 de mes jeux favoris, que là, j'étais prêt à aller débourser un peu plus d'argent puis aller me chercher une petite extension, même si au bout de la ligne, l'extension, je la joue même pas tout le temps parce que tu fais découvrir un nouveau jeu souvent à un nouveau groupe, ben, tu vas jouer avec la version de base. Donc, c'est même pas, tu sais, c'est même pas pour le fait d'y jouer, c'est juste le fait, tu sais, j'ai tellement aimé le jeu que je suis prêt à comme continuer à donner de l'argent à l'entreprise, puis disons, d'une certaine façon, à les encourager en, en achetant les petits add-ons, les petits trucs supplémentaires. Mais bon, après, c'est toute la question, tu sais, il y a 5 10 ans, j'en achetais beaucoup plus des jeux de société que j'en achète maintenant. Puis il y a cette régulation qui s'est faite que ben, plus t'en joues, plus t'en achètes, plus tu sais ce que tu aimes, plus que tu sais aussi ce qui réussit à sortir plus régulièrement comme jeu. Euh, Puis c'est- c'était moins pire à l'époque, il y avait moins de jeux, mais maintenant, il y a tellement de jeux que tu peux pas tout te procurer de toute façon. Il faut que tu fasses des choix. Tu pas le choix, puis à un certain point, tu as juste l'espace physique chez toi qui est limité, puis tu peux pas acheter juste des murs et des murs de jeux, à moins que tu veux vraiment devenir un collectionneur. Il y a des jeux vraiment que tu achètes, que tu joues quelques fois, que c'était bien le fun, puis finalement, ben, 5 ans après, tu te rends compte que ça fait 5 ans que tu n'as pas joué. Ce qui est quand même, tu sais, c'est aussi problématique dans tout l'aspect de consommation. Après, ben, au bout de la ligne, il y a des éditeurs qui sont là, qui mettent des jeux en vente, puis ben, pour que ces éditeurs-là continuent à le faire, ben, il faut que les jeux se vendent. Donc, il y a un aspect de oui, ben tu vas dans un pub ludique, tu achètes, tu joues à plein de jeux, t'as pas besoin de les acheter. Puis ceux que t'as bien aimés, tu les achètes, puis c'est tant mieux. Mais il y a aussi l'aspect, bon, ben, euh, financier derrière toutes les compagnies, derrière toute l'industrie, qui est une industrie qui marche, et comme toutes les autres industries, mais qui marche à la consommation, qui marche avec le hype, qui marche avec le marketing, mettre de l'avant le point positif, les trucs positifs, puis ben, c'est un peu normal que ça aille dans cette direction-là. La,
grosse différence, c'est que le jeu de société est beaucoup moins underground qu'il l'était. Il devient plus, il se rapproche de plus en plus à ce qu'est l'industrie du jeu vidéo, à être une grosse industrie qui est là pour faire de l'argent. Euh, Puis ben, là, après ça, souvent, ça devient des compromis de qualité ou des compromis pour moi, c'est le problème, c'est plus dans le manque de créativité dans les nouveaux jeux. Donc, on a de plus en plus de nouveaux jeux, mais de plus en plus de nouveaux jeux qui sont tous un peu pareils. Et au lieu d'avoir un peu moins de jeux, mais que chaque jeu aura vraiment quelque chose qui amène quelque chose de différent, de nouveau sur la table. Euh, mais ça, c'est le problème, je pense, de toutes les industries qui ont été à un certain point plus petites et qui maintenant, ben, se font acheter par des gros groupes d'investisseurs qui veulent capitaliser sur les hypes. Ben, c'est un peu un peu malheureusement la voie qui se trame là, pour le jeu de société. Après, ben, comme consommateur, plus t'es averti, plus t'es expérimenté, plus t'es capable de faire toi-même tes Ouais. propres choix liés à ça, puis t'es capable de voir dans tout ce positif-là, t'es capable d'avoir une pensée quand même critique, même si tu la publies pas, même si tu ne démontres pas ça disons à tout le monde, au grand public, ben, tu peux l'avoir pour toi, tu peux l'avoir avec tes proches, tu peux l'avoir avec les gens avec qui tu joues, puis ben, c'est important quand même que ça reste ouvert au moins au niveau des discussions humaines, puis que ces critiques-là, puis cette pensée critique reste ouvert au moins dans les discussions qu'on a entre humains. Mais ça, c'est aussi acerbé par les réseaux sociaux et ce que produisent les réseaux sociaux sur les nouvelles générations, puis sur même nous qui l'avons vu dans dans nos dernières années, avons vu progresser ces réseaux sociaux-là, qui ont quand même complètement changé un peu nos dynamiques interpersonnelles envers chacun de nous. Tu sais. Mhm. Oui. Puis, si tu voulais-tu dire quelque chose? Tu sais, les pensées critiques pour les choses comme ça, j'ai appris à aimer mieux justement ceux qui vont dire plus de négatifs souvent. Tu sais, il y en a un que j'affectionne beaucoup sur YouTube un petit peu, c'est Luke Hector de Broken Maple. Il est reconnu un peu dans sa communauté comme quelqu'un de tu sais, critique qui a beaucoup de points quand négatifs. Tu sais, dans un jeu hypé que tu as comme semi-mentionné, là, tu sais, Wonderland War, tu sais, il amène les points négatifs, mais ce que j'aime de lui, justement, c'est qu'il explique bien ses points négatifs parce que c'est pas. Tu sais, c'est une chose que je me suis rendu compte, tu sais, bâcher pour bâcher, ça marche pas. Tu sais, c'est une des choses que j'avais vu avec tes vidéos, c'est que tu construisais un argument autour de ça. Il faut que tu présentes bien. Tu sais, c'est pas juste un contenant qu'il faut que tu présentes, il faut que tu mettes un contenu. Fait que, on dirait que il y en a un petit peu, tu sais, dans le monde ludique, justement, tu sais, qui vont essayer quand même d'amener les points négatifs. Tu sais, chez David Couteau, il fait toujours un effort qui dit, ben, c'est que c'est clair qu'il y a toujours des points négatifs. Ça, on l'a dit, tous les jeux ont des points négatifs. Tu sais. Un de mes jeux favoris, Race for the Galaxy, son iconographie est dégueulasse. Underwater City à 4, c'est pas jouable parce que c'est ben trop long pour qu'est-ce que c'est. Tu sais, il y a tous des défauts, puis il faut les mentionner, des choses-là. Tu sais, c'est comme si Underwater City. Moi, je suis quelqu'un qui joue toujours à deux, que moi, qui dure 3 heures à 4 m'en contrefou, là. Fait que, tu sais, mais c'est bien que tu le mentionnes parce que s'il y en a un qui joue jamais à deux, ça peut peser l'eau dans la balance. Tu sais, on dirait que il y en a, faut juste savoir un petit peu plus les trouver. Tu sais, c'est dur. C'est sûr que la pandémie, je dirais, a pas tant aidé la situation parce qu'il y a plus de nouveaux joueurs, donc ils sont tous émerveillés de la nouvelle chose. Ça, je sais que c'est une chose que je trouve que j'évolue dans le monde, justement. Tu sais, j'ai un de mes amis du cégep que j'avais repris contact, je savais pas qu'il jouait à des jeux, puis tu sais, je savais qu'il habitait proche. Puis justement, tu sais, il me fait, tu sais, je montre des nouveautés, il fait comme, ah, ça c'était, tu sais, comme tu disais, JF, tu sais, ah, ça c'est pareil à ça, tu sais, ça a été fait, mais tu sais, c'est c'est- c'est moins bon, tu sais, fait que, non, tu sais, ça c'est une des choses justement, que j'aime du jeu, c'est
sais, jouer, c'est bien, mais discuter après, je trouve que c'est quelque chose d'encore plus Oui. intéressant souvent. Puis tu sais, t'amènes un super bon point parce que je vais prendre. T'as mentionné Boss tantôt pour la boîte, mais moi je mentionne Boss aussi parce que honnêtement, comme placement d'ouvrier, je compte, tu sais, ce jeu-là, pas, pour moi, il y a pas de, il y a pas d'autre jeu de placement d'ouvrier qui fait qu'est-ce que ce jeu-là propose. Ou s'il y en a, c'est très très rare. Puis ça, c'est quelque chose que je me rends compte de plus en plus parce que là, je suis dans un espèce de trip de vouloir trouver, c'est ça, les bébites weird qui ont été oubliées. Et je C'est me ça qui est rends compte. impressionnant, c'est un jeu de 99, Ouais, pareil. ouais, c'est ça, Tu exact, sais, là. Puis il y je a pense des. que c'est le premier placement d'ouvrier, puis sa manière, ça n'a jamais Ouais, été c'est ça, répliqué. ouais, c'est ça, c'est le deuxième, là, tu sais, entre guillemets, selon Pierre, mais tu sais, Pierre, il connaît rien, là, fait Moi, il que, connaît rien, c'est ça. c'est ça. Il est pas là de toute manière. Mais tu sais, t'as amené aussi un point que je trouve important, c'est que, puis en fait, vous les deux, vous avez mentionné ça à quelques reprises, puis ça, c'est un autre point que j'avais mentionné, que j'avais dans ma liste. Euh, souvent, puis ça, en fait, on le voit énormément dans les tu sais, dans les médias actuels. Je pense ici, mettons, au Québec, là, quand on dit que Ricardo est capable de construire l'école de demain, alors que Ricardo, c'est un cuisinier qui a jamais été dans une école après 17-18 ans, puis qui a toujours été chez eux dans sa cuisine à lui en train de faire des émissions de télévision. Puis toi, tu es en train de dire qu'il y a du monde qui étudie depuis 20-30 ans sur l'école de demain, sur qu'est-ce que peut être une bonne pédagogie en classe. Puis toi, juste parce que tu es populaire, ben Christy, tu t'en vas comme être capable d'avoir des fonds du gouvernement pour créer la fameuse école de demain qui est aucunement, qui est basée sur quelques idées, des idées qui ont l'air comme bien cool, bien swell, mais qu'au final, je veux dire, il y a bien d'autres choses qui doivent être mises en place pour que ces idées-là puissent être mises en, tu sais, qui puissent être effectives, qui puissent Ouais, prendre, mais qui puissent. c'est connu, tu sais, à l'école, ceux qui connaissent le moins de choses de l'école, c'est les profs, hein. Exact, C'est le c'est même. ça. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, ça, on le voit beaucoup aussi dans le jeu de société. Dans le fond, on va écouter la personne qui est populaire et non pas la personne qui a une expertise, qui a développé une expertise au fil du temps. Tu sais, je dirais le premier contre-exemple, ce serait peut-être, puis moi, ça me flabbergaste, tu sais, mettons, on va parler de Dice Tower avec Tom Vassal. Moi, ça me flabbergaste à quel point que Tom Vassal, j'ai l'impression qu'il a jamais, tu sais, il a développé un sens de l'expérience, mais j'ai comme l'impression, tu sais, jusqu'à quel point que tu sais, je sais pas trop, en fait, il est comme, il tombe dans deux craques de chaise pour cet exemple-là, mais je peux donner plein d'autres exemples, comme par exemple, Quackalope, que là, il est bien Et gros populaire, puis que là, lui, écoute, on l'aime tout, là, tu sais, parce qu'il est donc bien sympathique. Puis tu sais, lui, je veux dire, il a pas joué, ça fait pas 15 ans, là, qu'il joue à des jeux de société, il a jamais touché à plein de jeux, il joue juste tout le temps au même Christy de jeu qui ressemble qui ressemble dans le style de Terraforming Mars. Puis j'ai rien contre Terraforming Mars, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand t'es pas capable de comme sortir de ton œuf, puis sortir de ta coquille, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis que là, toi, tu te retrouves avec des 50, 60 000 followers, puis que ces gens-là prennent ce que tu dis comme étant de l'or en barre. Il y a vraiment, tu sais, puis que là, après ça, tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes, tu sais, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui ont vraiment plus d'expertise, qui ont vraiment plus d'expérience, qui sont davantage capables de justement développer une pensée critique, puis qu'eux autres vont faire comme, ben, tu sais, pour vrai, Meadow, là, tu sais, c'est correct comme jeu, là, mais tu sais, ça a jamais révolutionné rien, puis je veux dire, on n'a pas à être bandé solide devant ce jeu-là parce qu'il est beau, tu sais, puis là, mais là, t'as de l'autre barre que ce gars-là, ben gros populaire, va hyper le jeu encore une fois, qu'on va écouter, qu'on va considérer, qu'on va faire comme, ah, ben lui, écoute, si tout le monde le suit, si tout le monde l'écoute, si tout le monde dit des belles choses sur lui, ça doit être parce que c'est vrai. Et ben malheureusement, la réponse c'est non. Dans la vie, les vraies choses ne sont pas toujours les choses que tu as envie d'entendre. Puis ça, c'est récurrent
C'est récurrent, c'est fou à quel point est-ce qu'on le voit. Je dirais, mettons, David, justement, professeur Board Game, je dois lui lever mon chapeau parce que je trouve que, justement, il reste quand même, il y a quand même une sensibilité par rapport à ça. Il reste pas seulement dans son barème de jeu, il va explorer différents types de jeux, mais il y a d'autres chaînes que je nommerai pas, qui sont beaucoup dans la pensée populaire, qui veulent plaire, qui veulent aller chercher le plus d'abonnés possible, puis qui vont dire ce que tout le monde veut entendre sur des jeux très populaires, que je nommerai pas encore une fois, parce que sinon ça va me retomber d'en face. Mais tout ça pour dire que T'as plus ça, c'est d'attachement, Vince. Tu peux bâcher sur qui tu veux. non, mais tu sais, le but, c'est pas de bâcher, hein. On est dans la pensée critique avec Pensée critique. cynisme. Exactement. Je parle pas nécessairement de l'école du jeu. Si vous, dans votre tête, vous pensez à l'école du jeu, c'est correct. Moi, j'ai rien dit, hein. Mais, non, mais blague à part, tu sais, cette pensée populaire-là de dire comme, OK, ben, cette personne-là a plus de poids dans la balance que la personne elle a exploré, elle a fait mille et une expériences de jeu, qui est prête à tout jouer. Et je me suis déjà fait dire ça, les gars. Moi, ça m'a fait capoter. En fait, je me souviens plus c'est qui m'avait dit ça, mais il y avait des gens qui disaient, hey, c'est vraiment drôle, Vince, quand on écoute tes vidéos, on a l'impression que t'es super picky puis t'es vraiment sélectif dans tes jeux, puis tu veux juste jouer à ce genre de jeu-là, alors que là, t'es assis devant des jeux que habituellement t'aimes pas, puis tu vas jouer quand même. On aurait cru que c'était plus Sylvain qui est comme ça. Oui, parce que dans le fond, le problème, c'est que les gens ont plus cette distinction, ils sont plus aptes à faire la distinction entre pensée critique, de dire Dune Imperium, c'est correct. Est-ce que c'est le meilleur jeu de 2020? Clairement pas. Est-ce que c'est un jeu qui va passer à l'histoire? Non. Dans 5 ans, on va pas avoir passé à d'autres choses parce que ce jeu-là a plein de défauts. Il peut être bon, il peut être super bon là, pour plusieurs personnes, puis c'est correct. Mais tu sais, c'est pas une perle rare là, en tant que telle. Il y en a plein d'autres d'une Imperium qui ont déjà été faites, puis il y en a plein d'autres d'une Imperium qui ont été oubliées à travers le temps. Puis là, quand je dis ça, là, soudainement, les gens pensent que je veux plus m'asseoir devant d'une Imperium ou je veux plus m'asseoir devant un jeu de ce style-là. Ça veut fuck all dire ça. D'autres, je suis en train de t'expliquer que je suis juste en train de te dire que ce jeu-là est correct. Est-ce que ça dit que je veux pas jouer à ça? Non, j'ai jamais dit ça. Puis, tu sais, en contre-exemple, cette personne-là qui m'a dit ça, tu sais, pensait que Sylvain était la personne la plus ouverte parmi les trois parce que, tu sais, il est toujours en train de parler de choses positives. Puis moi, j'ai comme dit, oui, mais Sylvain parle toujours des choses positives et il le dit lui-même, il parle que de façon positive de tous les jeux qu'il joue parce qu'il fait juste jouer à des jeux qu'il aime. Il sait qu'est-ce qu'il aime puis il va juste rester là-dedans. Fait que, tu sais, un moment donné, c'est comme, tu sais, comment ça est-ce que des gens qui nous suivent depuis des mois, des années, sont même pas capables de faire la distinction entre moi qui veux m'asseoir, jouer à un jeu pour le plaisir, d'être capable de le critiquer, d'être capable de le remettre en question, d'être capable de dire ça, c'est des imperfections, puis ça, c'est des choses que j'aime pas. Comment ça est-ce que ces gens-là on est rendu qu'on a de la difficulté à faire ça, là, en tant que société? Il y a de quoi de bizarre, là, derrière ça, là? Oui, une des affaires que j'ai aimé quand je t'ai connu, c'est que tu es capable de me sortir de ma zone de confort. Tu sais, mes pantoufles là, que j'aime un peu, là, tu sais, j'ai sincèrement les jeux de Sylvain présentent. Souvent, j'ai un petit peu les mêmes goûts euros que j'ai. Puis, tu as des différents goûts, c'est correct, mais j'aime ça me faire challenger, moi, dans la vie, justement, voir d'autres choses. Tu sais, c'est comme, tu sais, tu m'as présenté Indonesia. Des trucs que j'aime pas, tu sais, c'est très, très coupe-gorge, mais il y a des trucs que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup, tu sais, l'ordre de tour que je trouvais vraiment particulier, justement, ou des mixions entre certaines ressources que c'était bizarre, que je comprenais pas au début, puis pendant la game, ça me flash, je suis comme, ben voyons. Tu sais, on dirait que ça va développer mes goûts, justement, de dire, ah tiens, ça j'aime ça, non, j'aime pas ça, mais j'ai été capable de mettre plus le doigt sur le bobo de pourquoi je n'aime pas ça. Oui, tout à fait. C'est de là qu'est né aussi mon intérêt de faire des vidéos de pourquoi je n'aime pas avec l'école du jeu. Je me suis assis à peu près 7 ou 8 fois à jouer à Scythe
parce que je comprenais pas pourquoi j'étais comme Christy, j'ai mon expérience de jeu, je veux comprendre pourquoi est-ce que tout le monde autour de la table est en train de jouer à jouer à ce jeu-là, puis que moi je suis comme pour vrai, je veux dire, tu sais, entre ça puis un écureuil dans mes culottes, ouais, non, c'est pas un bon exemple. Entre ça puis mettons pas avoir de bobette, il y a aucune différence, là. Non, c'est un mauvais exemple. Bref, On va le couper au montage. Là. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça pour dire que il y a comme un. Tu sais, ça, là, en soi, là, d'être capable de faire ça puis de s'asseoir. Tu sais, faut comprendre aussi que le jeu de société, c'est pas juste un outil pour. Tu sais, c'est pas juste un outil d'évitement ou d'évasion. C'est aussi un outil qui est à caractère social. Moi, à travers mes 7 ou 8 parties, d'être capable de m'asseoir avec différentes personnes puis de voir, en fait, les différentes interactions puis de développer un lien avec ces gens-là, que c'était le fun, des fois c'était moins le fun, des fois ces gens-là interagissaient avec le jeu de façon différente, mais somme toute, tu sais, je veux dire, toutes mes expériences de site ont été mémorables, pas à cause de ce que j'ai, je m'en fous totalement, je m'en souviens plus de ce que j'ai fait, mais je me souviens chaque game de site parce que je me souviens des gens qui étaient autour de la table, puis pour moi, ça, c'était comme, c'est quelque chose qu'on se doit de revenir en tant que tel à on joue à un jeu. Pourquoi est-ce qu'on joue à un jeu? Ça devrait être pour les gens autour de la table et pas pour une satisfaction personnelle ou une espèce de fuite ou d'évasion où est-ce que, bon, mon niveau de performance va me permettre d'avoir du plaisir. Et chose intéressante d'ailleurs, messieurs, quand on a un niveau, la dopamine va créer un sentiment de plaisir, mais ne créera jamais un sentiment de bien-être. C'est quoi? Est-ce que vous comprenez ce que je... Ouais, absolument. C'est quoi la nuance entre les deux? OK. La nuance, en fait, le plaisir, c'est quelque chose d'immédiat. C'est quelque chose qui va t'amener, en fait, une satisfaction qui est là, ici, là, maintenant. Genre, mettons, t'as faim, tu veux manger, mettons, un popsicle aux bananes. Puis là, tu vas avoir un popsicle aux bananes, tu vas être vraiment bien, tu sais, tu vas faire comme, hey, c'est bon. Genre, je suis bien, j'ai du plaisir. Il y a comme c'est quelque chose de très immédiat. Un bien-être, c'est quelque chose qui est fait à long terme. Quand tu développes une relation avec quelqu'un, puis que tu es assis, puis qu'il y a un silence, puis que le silence n'est pas inconfortable, puis qu'on vit bien avec le silence, ben il y a comme un état de bien-être qui s'installe. Et ça, c'est quelque chose de, ça c'est un pattern en fait qui est très 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 connu là en fait dans la neuroscience là. Les réseaux sociaux, c'est boosté de dopamine, mais ça vient jamais en fait ça vient jamais en fait satisfaire, de te donner un bien-être à long terme. C'est pour ça qu'on y retourne tout le temps, c'est pour ça qu'on reste accroché, c'est pour ça qu'on n'a jamais le sentiment d'être pleinement satisfait après avoir checké son mur puis pendant 2-3 heures de temps puis dire comme ok ben j'ai rien fait dans le fond. Le bien-être est pas là. Par contre, t'as tout le temps eu une coupe de doses t'as eu des shots de dopamine, là. Tu sais, c'était une shot après l'autre, puis en ouais, let's go. Ça, en tant que tel, le bien-être, le plaisir qu'un jeu va t'amener, oui, c'est très, 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 c'est immédiat, c'est instantané. Le fait de faire une cascade de points, puis là, oh, tu sais, j'ai joué à Mille Fiori, là, puis tu sais, c'était drôle de voir Pierre faire en semblant d'avoir un orgasme, parce que clairement, il n'y en a jamais eu. Mais, mais, il est même pas là pour ça. Je sais. Mais tu sais, somme toute, le bien-être que j'ai vécu d'être avec lui, d'être avec ma femme, puis de pouvoir partager ce moment-là a été bien plus fort, puis bien plus le fun en tant que tel. Puis ça va me rester en mémoire, puis je vais vouloir réitérer ce moment-là parce qu'il y a un moment de bien-être ensemble, commun. Puis c'est pas le jeu qui m'a permis d'avoir ça, là. C'est les gens qui étaient autour de la table. Ou le fameux moment de JF qui s'est fait backstabber dans le dos par Simon à Macaire. Ça reste pour l'éternité. Là. Ça reste pour l'éternité. Gravé en mémoire sur le cœur. Et les nombreuses fois à diplomatie aussi. Diplomatie, c'était ça. Ça, je l'ai pas essayé. Il va falloir que je l'essaye. Fait que prochain jab, là, diplomatie puis Dimaker. Avant le jab, là. On s'organise de quoi avant le jab? Ouais, définitivement. Ben écoute, Vincent, merci beaucoup. Je pense qu'on va wrapper ça. Peut-être tu as un petit mot de la fin pour finaliser tout ça. Non, merci. Ça fait le tour. Merci. Toujours un plaisir de discuter avec vous deux, les gars. Oui, c'était un plaisir. Des grosses
émission sérieuse ce soir, mais ça fait du bien d'en avoir, c'est le fun d'en parler. C'était cool de vous voir, d'être avec vous aujourd'hui. Écoute, je pense que la prochaine fois, on va se revoir au party de fin de saison. Probablement. Et on remercie évidemment tous les Patreons qui nous suivent. Merci énormément d'être encore là avec nous et de nous écouter attentivement. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bon jouage.